Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour la deuxième émission de l'info en question. Nous sommes extrêmement heureux du retour fou que nous avons eu avec la première émission, vos questions qui sont arrivées en masse, votre soutien, effectivement, comme vous l'avez tous compris. Cette émission, elle est faite pour vous chaque semaine maintenant, les jeudis, à 20h heure européenne et 14h heure québécoise. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, par rapport à la première édition, nous sommes 5 et effectivement, tous nos plannings étant extrêmement chargés, eh bien, vous allez avoir des surprises certaines semaines, des personnes qui vont venir, d'autres qui vont s'absenter. On fait notre maximum, comme vous le savez, pour dégager le plus de temps possible pour faire des recherches, puisque notre but, c'est de poser des questions en fonction de l'information et comment on peut trouver les meilleurs spécialistes. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est vrai que même les spécialistes qui souhaitent nous rejoindre ne peuvent pas toujours être disponibles, eux non plus. Donc, les plannings sont chargés et on se réjouit de pouvoir avoir de plus en plus de personnes qui participent à cette émission puisque c'est la vôtre. Alors aujourd'hui, Jean-Jacques Crèvecoeur, Salim Laibi, Chloé Framery, Tal Chalère et moi-même, nous sommes extrêmement heureux de vous rejoindre et on va attaquer tout de suite dans le cœur du sujet puisque cette émission, comme vous le savez, elle est en 3 parties. On va faire un tour de table avec des chroniques de 5 minutes environ par personne. Et puis ensuite, on va aller droit dans les questions et droit dans vos questions surtout. Salim, bonjour et bienvenue. C'est parti. Tu vas nous parler aujourd'hui de l'evidence-based medicine ou la médecine basée sur les faits. C'est parti. Bonjour à tous, très heureux d'être là parmi vous. Bonjour à tous nos téléspectateurs, nos internautes plus exactement. Quoiqu'il y en a beaucoup qui nous regardent sur leur télévision avec les nouveaux trucs là. Donc, alors, je voulais parler d'evidence-based medicine. Pourquoi? Parce que c'est le totem de beaucoup de gens qui ont défendu la doxa et qui ont été contre le professeur Didier Raoult, etc. Donc, c'est la médecine basée sur les preuves. Donc, à conclusion, essai randomisé, multicentrique, blablabla, avec placebo, double aveugle, etc. Ça a débuté dans les années 90 et en fait, c'est une hiérarchisation des preuves. D'abord, il faut bien comprendre que c'est mal expliqué, notamment par la secte des zéloticiens. C'est mal expliqué, c'est mal compris, parce que c'est pas du tout ça. Mais en plus, je vais vous démontrer en quelques mots, quelques recherches vraiment simples, et surtout factuellement, parce qu'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Et je préfère toujours mettre en avant la pratique. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais si on ne peut pas la mettre en pratique, ça ne sert à rien, que ce soit dans le médical ou dans l'aéronautique ou tout ce que vous voudrez. Donc, c'est quoi l'evidence-based medicine? C'est quelque chose de très bien. Hein. C'est-à-dire, on va essayer de se baser sur les preuves les plus solides pour proposer des protocoles et des recommandations. Comme ça, le praticien, il va profiter d'expériences de tous et il va diminuer le risque d'erreur. C'est très bien. Il n'y a personne qui est contre ça. Faudrait être fou. Sauf qu'il y a deux questions que je me pose. D'abord, la médecine, c'est pas de la physique, c'est un art. C'est un art qui implique beaucoup de paramètres. Donc, on ne peut pas appliquer des algorithmes à la médecine. Okay, secondo, on ne peut pas appliquer les essais randomisés à tout. Ce n'est pas possible. Ça coûte trop cher. Vous avez vu, on a tous vu l'essai Discovery. Ils n'ont même pas pu le réaliser. Ça coûte des milliards. Qui va financer? S'il n'y a pas un retour sur investissement, Big Pharma ne finance pas. Donc, ça n'a absolument aucun sens intellectuellement. Donc, il faut se calmer. Enfin, il faut raison garder. Il faut parler, encore une fois, de pratique. Alors, le premier principe de la médecine basée sur les preuves, c'est que toutes les preuves ne sont pas égales. Donc, souvent, il y a cet article qui a été publié et qui vous montre une échelle des preuves avec cette pyramide. En haut, vous avez les essais randomisés, mais en bas, vous avez aussi les essais observationnels. C'est-à-dire que l'essai observationnel fait partie de l'evidence-based medicine. Il n'est pas exclu. Alors qu'on nous a fait croire qu'un essai observationnel, c'était nul. C'était hors de question de s'appuyer sur ça, c'était criminel. C'est faux.
C'est faux, c'est totalement faux. Le deuxième principe, c'est la recherche de la vérité. Euh, il faut utiliser pour la recherche de vérité toutes les preuves et non pas mettre de côté celles qui nous gênent et garder que celles qui vont dans le sens de mon objectif, c'est-à-dire vendre du remdesivir ou du Kaletra. Et c'est ce qui est appliqué systématiquement aujourd'hui. Le troisième principe, c'est prendre en compte le patient. C'est-à-dire que dans la médecine basée sur les preuves qui nous viennent des États-Unis depuis les années 90, ils prennent en considération le patient. Notamment, je vais vous donner un exemple tout bête, le placebo. L'effet placebo fonctionne très bien sur des patients en leur donnant un cachet d'amidon. Alors, enfin, ça marche mieux que le principe actif. Comment on peut expliquer ça? Comment la médecine basée sur les preuves ou la science peut expliquer l'effet placebo? C'est inexplicable. Voilà, c'est quelque chose qui va contre la science. C'est-à-dire, on donne de la morphine et on donne de l'amidon, et ben, ça a le même effet. C'est extraordinaire. Donc, ça sert à rien en fait la morphine. Si ça sert, mais pas tout le temps. Donc, il faut toujours se mettre dans la tête que la médecine, c'est un art. Ça fonctionne. Quand on prend la courbe de Gauss, très important, vous avez 2,5% ici des gens, 2,5% ici des gens, et la norme, c'est 95%. Mais quand un médecin a un patient qui est dans les 2,5, la norme ne fonctionne pas sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, oui, mais non, mais chez vous, ça fonctionne pas, alors c'est pas de ma faute, laissez-moi tranquille. Non, il est obligé de prendre en considération ce fait et soigner le patient du mieux qu'il puisse. C'est très important. Enfin, je voulais aussi dire plein de choses. Vous savez que ça, c'est le docteur André Gernez, feu André Gernez, génie de la médecine, génie total. Je vous invite à voir ses travaux, qui avait expliqué qu'il y avait tous les jours 5000 études scientifiques publiées. Il n'y a personne qui les lit, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas les lire, c'est absurde. Donc encore une fois, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, le professeur Roland Gori nous explique que 80% des études ne sont pas lues. Donc, vous voyez, ça aussi, on fait des études, bravo, elles coûtent cher, elles sont méthodologiquement parfaites, mais personne ne les lit. C'est génial, c'est utile. On imagine le gaspillage d'argent public ou d'argent privé d'ailleurs, c'est pareil. Euh, euh, on peut aussi rappeler tous les essais randomisés double aveugle, multicentriques, blabla, qui nous ont servi à vendre de l'isoméride, du Mediator, du Vioxx, qui ont tué des dizaines de milliers de personnes. Donc, à quoi ont-ils servi ces essais? À rien. Il y a aussi quelque chose de très important. Le professeur Perron le dit dans son dernier livre, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise aux éditions Albin Michel? Et dans son interview du Figaro Magazine, que je vous invite à lire, tout le monde peut modifier les preuves, les études. Tout le monde peut les modifier. Quand vous faites des mesures, vous pouvez trafiquer les mesures. Vous croyez que quelqu'un va venir du Canada pour vérifier vos mesures au laboratoire? Si vous faites des mesures sur des ossements, par exemple, en anthropologie, comment les vérifier? Il faut se déplacer au labo pour mesurer ces choses-là. C'est pas possible. On s'en rend compte, ça n'a aucun sens. La dernière vidéo du professeur Didier Raoult, staff de microbio du 9 juin 2020. Tout est possible à prouver avec les modélisations mathématiques et statistiques. C'est ce qu'il dit. Et c'est vrai. Neil Ferguson le démontre depuis 20 ans. Il nous sort des chiffres abracadabrantesques qui n'ont aucun sens, il fait ce qu'il veut, il fabrique les courbes qu'il veut, il fait peur à tout le monde, et ça n'a absolument aucun sens. Ça rappelle d'ailleurs les mêmes modélisations statistiques et les notations des agences de notation. Vous savez, juste avant la crise des subprimes, on avait eu des banques qui avaient des triple A et qui ont disparu le lendemain. C'est magnifique. Enfin, alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est hyper important. On fait semblant de ne pas voir la corruption de Big Pharma. C'est insupportable de ne pas voir la corruption de Big Pharma. C'est débile. Et on le sait, il y a eu plein de scandales qui ont été jugés dans des tribunaux. J'en parle longuement dans mes vidéos. Excuse-moi de te couper, Salim. J'ai une question qui me vient. C'est vrai que quand tu parles de toutes ces études-là, ça me fait penser aussi à toutes les ordonnances qu'il y a eu pendant cet épisode de confinement. Tous ces articles, au final, on ne sait plus. Pour suivre, il faudrait être une armée en fait à regarder dans tous les côtés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une autorité de surveillance des études médicales? Est-ce qu'il y a une autorité qui est censée vérifier le bien fondé d'une étude, comment elle est faite et techniquement qui l'a fait, etc.?
Ah non, 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 pas du tout. Alors là, je vous invite à voir la vidéo de Monsieur Roland Gori, La fabrique des imposteurs. Il faut vraiment la voir, elle est exceptionnelle. Ceux qui réussissent sont les plus cyniques, les plus opportunistes. Elle est magnifique. Université de Nantes, le compte YouTube Université de Nantes, Roland Gori, G-O-R-I, ça va s'afficher à l'écran. Il explique tout le système est un système qui a été fabriqué pour l'imposture, le mensonge. C'est-à-dire que vous voulez publier dans une grande revue, tout le monde veut publier dans le Lancet, etc. Toute la dynamique, c'est une dynamique d'imposture et de triche financée par Big Pharma, qui, vous l'aurez compris, ne financera jamais des études randomisées qui vont coûter 50 millions de dollars pour prouver quoi que ce soit sur l'hydroxychloroquine. C'est pas possible. En plus, il n'y a pas de brevet. Ça n'a pas de sens. Donc, les limites de l'evidence-based medicine se sentent bien sûr exprimées, tout le monde a vu les limites. D'ailleurs, le confinement, on l'a imposé. Est-ce qu'il y a eu des études pour ça? Est-ce qu'il y a eu une étude randomisée double aveugle pour voir si le confinement servait vraiment à limiter la propagation? Non. Donc, ça nous a coûté à la planète Terre 9 000 milliards de dollars. Donc, c'est quoi ce cirque? On utilise l'evidence-based medicine quand on ne veut pas. On a vu l'essai Recovery, le Recovery Gate. C'est un scandale aussi grave que le Lancet Gate. Donc, pour ne pas être plus... Voilà, le docteur Michel Delorgeril a fait un papier extra, qui s'affiche à l'écran, magnifique, sur les vaccins grippaux. Il n'y a pas d'études randomisées double aveugle sur les vaccins grippaux. Ils sont fabriqués juste avant la saison. Il n'y a pas le temps de les faire. Une étude randomisée, c'est plusieurs années. On les fait d'une année à l'autre. Donc, il n'y a pas d'études randomisées, double placebo, blabla, à double aveugle, placebo. Ce n'est pas vrai. Et pourtant, on vaccine des dizaines et des dizaines de millions de Français, et je ne parle pas des autres pays, partout. Hein. On vaccine absolument tout le monde sans aucune étude. Donc, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de sortir d'un chapeau magique aujourd'hui une norme obligatoire alors qu'elle n'est pas appliquée ailleurs. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, mais Salim, moi, j'adore quand je te vois t'énerver comme ça me rassure parce que moi aussi, je passe peut-être certaines fois sur mes vidéos de mon côté pour une sanguine, mais c'est vrai que quand on ouvre la boîte de Pandore et qu'on commence à mettre son nez dans certaines informations, on se dit, mais mon Dieu, mais c'est pas surveillé. Mais c'était pas censé être normalement contrôlé tout ça. Et d'ailleurs, tu parles du vaccin, j'aimerais donner la parole à Tal après en ce qui concerne les tests, mais effectivement, vu que tu mentionnes le vaccin contre la grippe, ça fera partie des questions que j'ai pour vous en seconde partie d'émission. Juste pour info, en 15 ans, en tout cas aux États-Unis, il y a quand même plus de 900 millions de dollars qui ont été donnés pour les dommages causés aux vaccins anti-grippaux. Donc, si effectivement il y avait une unanimité, comme le dit Agnès Buzyn, sur l'innocuité des vaccins, eh bien, il n'y aurait pas eu tous ces millions versés. Effectivement, ça me fait penser au thème des tests, parce qu'on entend parler beaucoup des tests TAL. J'aimerais que tu puisses prendre le relais à ce sujet-là. Alors, moi, je suis dans la médecine depuis plus de 50 ans et je vois la chose suivante. C'est que les tests médicaux, c'est bien joli, mais ce n'est pas une espèce de vérité comme ça qui vous dit « Ah !» Parce que le test dépend de vous. Alors, je vous donne qu'un exemple. Si je prends votre tension, vous êtes stressé, je trouve 22,12. Ouh là là! Bon. Si je vous dis « Ah, allez, relaxez-vous, lâchez un… » Je reprends votre tension, vous avez tout d'un coup 12,8. Parce que le test médical dépend de vous. Et c'est le drame d'aujourd'hui, c'est que les tests changent tout le temps. Vous avez, par exemple, plein de gens aujourd'hui qui sont tout d'un coup, le test dit positif, le lendemain ils sont négatifs, le lendemain ils sont de nouveau positifs. Et les pauvres médecins n'y comprennent rien. Pourquoi? Parce que les tests médicaux ne sont pas une sorte de chose fixe. Le grand drame de notre société, c'est qu'il y a deux sciences. Il y a la science du vivant. Alors, je dirais, l'image que je donne, c'est une petite maison avec les choses qui sont vraies pour toujours et pour tout le monde. C'est la science du vivant. Puis à côté, il y a un grand immeuble. Il a au moins 50 étages. C'est la science des marchands. C'est ce que j'appelle la pseudo-science. C'est que les marchands vous disent, c'est scientifique. Et comme ils ont dit le mot scientifique, alors tout le monde dit, parce que la science est devenue la religion de notre époque. Avant, on croyait au pape, on avait peur de l'enfer, enfin bref. Maintenant, le mot science, mais il n'y a pas de science. Le propre de la science, c'est des choses qui changent tout le temps.
Et quelque chose qu'on dit une année change l'année d'avant. Vous voyez, moi, quand j'étais jeune médecin, si quelqu'un qui avait un infarctus, je le laissais au lit enfin, je l'enlevais de son lit avant un mois, j'étais considéré comme faute professionnelle. Parce qu'à l'époque, on croyait que la science était gardée aux gens un mois et demi après. Parce qu'il fallait ça. Puis aujourd'hui, on sait que garder un jour quelqu'un 3 jours, plus que 3 jours dans un lit, c'est une catastrophe. Donc, on a changé tout le temps. Le propre de la science, c'est quelque chose d'évolutif. Et le drame d'aujourd'hui, c'est qu'on vous donne une vérité scientifique comme si c'était, regardez, avec les statines, on a vu ça. Le cholestérol était censé être la cause de vos problèmes. Et aujourd'hui, on sait que c'est tout faux. Alors, on a donné à des millions de gens des statines pour faire baisser le cholestérol. C'était une illusion totale. Donc, il faut que les gens relativisent la science. Et les tests médicaux, c'est capital de comprendre qu'ils ne sont pas des sortes de vérités. Si je vous teste aujourd'hui, que je dis « parce que regardez le fameux test du Covid. Qu'est-ce que c'est comme test? C'est un test basé sur la PCR, Polymerase Chain Reaction. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que vous avez en vous un matériel génétique qui réagit au test. Mais c'est tout. Ce matériel génétique, est-ce que c'est le Covid? Est-ce que c'est autre chose? Personne n'en sait rien. Donc, c'est une mythologie totale de vous faire croire que le test est positif, c'est le Covid. On n'en sait rien. Alors, je donne un exemple qui va vous frapper. Le fameux test de séropositivité du sida. On vous fait un test de séropositivité. On vous dit c'est le virus HIV, vous allez mourir, vous avez le sida. On oublie de vous dire qu'il y a 70 raisons d'avoir un test positif. Et ça, je ne l'invente pas. C'est des faits. Il suffit que vous soyez enceinte, madame, pour que votre test soit positif, parce que ça mesure des protéines dans votre sérum. Et si vous êtes enceinte, les protéines montent et vous pouvez… Alors tout d'un coup, on va vous dire « c'est le sida, mon Dieu !» C'est dément. On a donné aux tests médicaux une puissance colossale pour vous contrôler. La réalité, c'est que quand on vous fait un test, vous devez dire « merci beaucoup, mais attendez, est-ce que ce test ne va pas changer demain? Est-ce que vraiment vous êtes sûr que c'est la réalité ou est-ce que c'est une vision du moment? Si je prends Chloé en photo demain matin, sur la photo, elle est comme ça. Je vais dire, c'est Chloé, elle est comme ça. Non, elle est comme ça sur ma photo, mais 30 secondes après, Chloé a changé. Donc, et c'est ça le drame de la médecine d'aujourd'hui, c'est qu'on prend un test qui est une photographie de l'instant et on vous dit, c'est comme ça. On vous dit, on a trouvé un streptocoque. Vous êtes malade, vous avez une… Mais ce streptocoque dans la vie, ça change. Le pléiomorphisme bactérien, je ne l'ai pas inventé, c'est que les bactéries, les virus, ça change tout le temps. Donc, le streptocoque que vous avez maintenant, 2 minutes après, il peut devenir un staphylocoque. Et ça bouleverse tout l'édifice pasteurien, parce que depuis Pasteur, on dit c'est comme ça. Le virus s'appelle comme ça. Non, le virus, il change. Et la preuve d'aujourd'hui, c'est que les coronavirus, il y en a des dizaines. Et ils changent tout le temps. C'est pour ça que le vaccin ne peut pas marcher. On va vous vendre un vaccin contre le coronavirus, mais c'est déjà décrit que même s'ils investissent, aujourd'hui d'ailleurs, Sanofi investit 600 millions d'euros pour faire un nouveau laboratoire, 40 hectares. Le président Macron il est allé aujourd'hui pour dire magnifique. Mais c'est du vent, parce que les vaccins ne peuvent pas résoudre le problème, parce que les virus et les bactéries, ça change tout le temps. J'y peux rien, c'est comme ça. La vie, elle change. Aujourd'hui, je peux être triste, demain, je peux être triste. Et les virus, les bactéries, c'est un monde mobile. Et le drame d'aujourd'hui, c'est qu'on prend quelque chose de fixe, on vous attrape. On fait un examen, ça c'est le coronavirus qui a réagi. Non, vous avez dans votre corps quelque chose qui a fait réagir le test. Il y a 70 raisons qui font que vous pouvez être séropositif, qui n'ont rien à voir. Le HIV, c'est une raison parmi 69 autres. Je ne sais pas si vous voyez le topo. Et c'est pareil aujourd'hui pour le test qu'on fait. Le fameux test, vous êtes positif, on va vous isoler. C'est quelque chose d'abracadabrant, parce que c'est basé sur une science qui n'est pas la vraie science de la vie. C'est basé sur une science des marchands qui veulent vous vendre de la peur et des médicaments et des vaccins. Et cette énorme science a pris une prépondérance colossale. Il y a tellement d'argent en jeu qu'on vous maintient dans l'idée que si vous êtes malade, ce n'est pas votre faute. Mon Dieu, j'ai attrapé le Covid parce que ma grand-mère a toussé. Non, tout ça, c'est du vent, c'est du baratin.
Si vous êtes malade, c'est parce que votre corps, de l'intérieur, produit des virus et des bactéries pour se dépolluer. Et ça, c'est la vision naturopathique. Si vous êtes malade, ben, vous allez faire une grippe ou une autre infection parce que le corps se nettoie de l'intérieur. Mais croire que vous avez attrapé le virus parce que vous avez rencontré au supermarché une femme qui n'avait pas de masque, c'est complètement faux. Mais ce qui est hallucinant, c'est que ce mensonge de la contagion, que vous n'avez pas de chance, vous avez attrapé quelque chose. Oh mon Dieu, j'ai attrapé la grippe. Oh, c'est du baratin, mais qui rapporte des milliards à ceux qui vous le vendent, parce que c'est le monde de la peur. Et plus vous êtes dans la peur, plus on vous dit « mettez votre masque, oui d'accord, l'épidémie va peut-être un peu mieux, mais il faut rester dans la peur, ça peut recommencer demain matin. » Et le but, c'est de vous maintenir dans le stress, et le masque vous maintient ça, parce que dès que vous avez le masque, qu'est-ce que vous faites? Vous savez qu'à travers votre masque, vous avez des millions de virus qui passent à travers votre masque, je n'ai rien inventé, c'est un fait, parce que les trous de votre masque laisse passer les virus. C'est comme si je mets un grillage autour de ma propriété pour empêcher les moustiques de venir. C'est complètement aberrant. C'est d'un illogisme incroyable, mais le but de tout ça, le masque, la peur, etc., c'est de vous maintenir dans le stress pour que vous puissiez être là. Et un jour, on va dire, oui, vous avez peur, mais le vaccin est là. Et là, vous allez prendre le vaccin. Et le drame, c'est que tout ça est calculé d'avance par les marchands de peur. Parce que les marchands de peur gagnent des fortunes en vous maintenant dans le stress, dans l'idée que la santé va venir de l'extérieur. Et quand vous êtes là, vous allez acheter le vaccin sans problème. Bref, tout ça, c'est une vision très limitée de la réalité. La réalité, c'est que votre corps a un système immunitaire génial, d'une performance incroyable et que si vous le respectez, eh ben, il gère très bien. À chaque seconde, il gère des milliards de virus, de bactéries. Il gère tout ça sans problème. Donc, cette croyance qu'il faut avoir peur et que c'est un vaccin qui va vous sauver, elle ne repose que sur une illusion collective. Totale. Moi, j'y peux rien. Je ne peux que dire ça et dire aux gens, ne me croyez surtout pas. Alors, excuse-moi, Tal, c'est vrai que j'ai une question qui me vient en tête parce que tu sais que maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont aussi prendre l'avion, qui vont un peu partir en vacances. Et puis, comme on évoque les tests, il y a aussi une chose qui va se passer dans certains aéroports, c'est qu'il va y avoir des espèces de systèmes à distance pour prendre la température des gens. Et moi, je me suis demandé, parce que je ne suis pas médecin, une femme qui a la ménopause, par exemple, je vais juste prendre un cas très concret, vu que tu es médecin, jusqu'à combien sa température peut monter? Parce que finalement, si une femme qui a la ménopause se fait choper à l'aéroport dans la limite critique, est-ce qu'elle risque de se faire flanquer en quarantaine parce que, soi-disant, on va lui faire un test qui peut-être aura un faux positif? On imagine le genre de situation grotesque quand même. C'est la folie de notre époque. On vous fait un test et on en tire une conclusion. On ne vous dit pas, on vous fait un test, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors, comme j'ai dit pour la séropositivité, on fait un test, il y a 69 raisons d'être séropositif qui n'ont rien à voir avec le virus HIV. Quand on fait un test aujourd'hui, soi-disant pour le Covid, il y a des tas de raisons qui font que votre test, ça mesure simplement qu'il y a dans vos cellules, dans votre corps, il y a des substances qui vont faire réagir le test. Mais ce n'est pas forcément le Covid, ça peut être des milliers d'autres choses. Mais ça, les gens ne le savent pas parce que le drame d'aujourd'hui, c'est qu'on leur présente des évidences scientifiques en oubliant de leur dire que c'est une façon de voir la science, mais qu'elle est très limitée, c'est la science des marchands qui veulent vous vendre de la peur et des médicaments et des vaccins. Mais il y a une autre science qui est la science de la vie et qui vous dit « oh, réfléchissez ». Et moi, mon rôle est simple, c'est de dire aux gens « on vous dit ça, ok, mais étudiez la question en regardant ceux qui disent le contraire ». Ils existent, ils sont des milliers et des milliers de chercheurs qui vous disent « attention, la santé ne va jamais venir d'un vaccin, elle va venir de votre mode de vie ». Et après, vous choisirez ce que vous voulez. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un « ne vaccinez pas vos enfants ». Mais je dis, avant de les vacciner, informez-vous. Et quand vous regardez ce qu'il y a dans un vaccin, que vous voyez la dizaine, les centaines de produits chimiques qu'il y a dedans, et l'aluminium et tout, alors vous allez réfléchir et vous allez prendre vos responsabilités. Mais on ne peut pas rester inconscient. Mon message est simple. Rester dans l'inconscience et obéir à ce que les journaux, la télévision vous disent, c'est un monde de folie totale. C'est un monde d'esclavage. C'est un monde de contrôle et c'est un monde qui va faire des catastrophes sans nom. Parce que les nouveaux vaccins qui sont en train de préparer, qui sont déjà prêts, c'est des produits d'une toxicité colossale. Les gens ne se rendent pas compte. Mais dans un vaccin, il y a 235 substances chimiques, je ne l'ai pas inventé. Il y a de l'aluminium à des doses super toxiques. Et tout ça, le but,
c'est de vous massacrer, de vous faire obéir, de vous faire que vous n'ayez plus le droit de vivre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se réveille aujourd'hui et dire stop, arrêtons tout ça. Ils ne passeront pas avec leurs idées complètement démentes, avec cette pseudo-science qui a l'air d'être de la science parce que ça a l'air scientifique, mais c'est du gna gna gna. C'est pas vrai du tout. Effectivement, c'est aussi notre rôle, en tout cas le mien, parce que là je parle en mon nom, ça n'engage que moi. Des fois, j'ai l'impression qu'on oublie que nous sommes des consommateurs aussi dans nos actes médicaux. C'est-à-dire que si finalement je choisis un acte médical, eh bien je consomme d'une certaine façon cet acte médical. Donc, on va évidemment apporter le plus possible d'études, de sources, de références fiables qui sont issues d'heures de recherche et malheureusement, on ne pourra pas faire des émissions de 6 heures parce qu'il faudrait vraiment, ça mériterait des émissions à rallonge. Et puis quand on parle aussi, puisque j'évoquais tout à l'heure les vacances d'été où évidemment peut-être certaines personnes partiront ou pas, mais en tout cas, ça fait appel aussi à la consommation de produits, de bons moments aussi. Et évidemment, ça appelle une question qu'on va soulever avec Chloé sur la société zéro cash. Effectivement, il me semble, Chloé, que toi, tu es pour le contact et pas pour le sans contact. Tu l'as assez mentionné, je me souviens de ces choses que tu disais là. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? Alors, comme tu le dis, Emma, on a même fait une émission ensemble là-dessus. Ce sera avec contact en ce qui me concerne. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je vois apparaître ces moyens de paiement qui vont au-delà de la carte bancaire, en fait, qui consistent à passer la carte sur un appareil et hop, ça enregistre une transaction. Je vais juste refaire un petit historique de la monnaie et vous montrer qu'en fait, bien avant le cash, il y avait d'autres systèmes économiques et puis que finalement, on a eu une société essentiellement sans cash bien avant notre ère moderne, mais que ce n'était pas du tout… disons que le système n'avait pas vocation à contrôler la population, contrairement à ce qui se prépare en ce moment. C'est-à-dire que l'essentiel de notre vie sur Terre, notre vie humaine, l'essentiel de la vie de l'humanité s'est déroulé avec des transactions qui sont dans le don, en fait. C'est-à-dire que chacun participait à la vie communautaire et apportait les fruits de cette participation, de cette activité à la communauté. Ça a été depuis moins 200 000, moins 300 000 l'Homo sapiens, jusqu'à moins 3 500 à peu près, où on a commencé à faire des crédits et à noter nos transactions sur des tablettes ou sur des bouts de bois ou avec des coquillages. Il y avait des moyens de faire de la comptabilité. Et puis, la monnaie est apparue à peu près en moins 600, moins 500 à 3 endroits dans le monde. Chine, Inde et Mérégée. Et puis, elle a été instaurée par les souverains qui voulaient, par ce biais, s'accaparer les terres et les biens des pays conquis en leur imposant justement l'impôt. C'est à ce moment-là qu'est né l'impôt. Et puis, dans les années 90, donc on a eu de la monnaie jusqu'à toujours. Là, ici, on a toujours l'usage de la monnaie, les billets et les pièces. Et puis, dans les années 90, on a les cartes de crédit, les cartes bancaires qui sont apparues. Et puis, depuis les années 2000, on a cette trend, cette tendance qui nous est présentée par plusieurs alliances, dont je vais parler juste après, qui est de payer sans cash et puis surtout sans contact. Alors, il faut savoir par exemple que le cash représente 10% à peu près de la monnaie qu'on utilise, hein, parce que l'essentiel de ce qu'on utilise, c'est de la monnaie scripturale, de la monnaie qu'on utilise via nos cartes. Et malgré cela, on a 60% des transactions mondiales qui s'effectuent, ou en tout cas européennes, qui s'effectuent avec du cash. Et 80% des transactions, des paiements qu'on fait auprès des points de vente qui sont faits avec des pièces et des billets. Mais malgré cela, nous avons l'alliance, une autre alliance, une autre que Gavi cette fois, mais toujours avec les mêmes acteurs ou plus ou moins. Bill Gates fait partie de cette alliance qui s'appelle Better Than Cash. Donc c'est Better Than Cash avec l'accent français si on veut bien, qui regroupe, alors je vais juste regarder ma petite note parce que je ne me souviens plus par cœur. Donc évidemment la Fondation Bill et Melinda Gates, les compagnies Visa, Mastercard, Citigroup qui fait partie des banques qui possèdent la Réserve fédérale, petite vignette au passage, Coca-Cola, Unilever, H&M, Marks & Spencer, 25 pays et l'ONU. Donc ça date, c'est une coalition qui s'est formée en 2012 et qui veut nous convaincre du bien fondé d'une société sans cash, c'est-à-dire sans aucun cash, plus de pièces, plus de billets.
Ensuite, le FMI s'y met aussi, puisque dans un rapport du 27 mars 2017 qui s'appelle The Macroeconomics of Decashing, donc la macroéconomie du décaissement, je ne sais pas comment on peut dire, du fait de se débarrasser du cash, nous explique que pour convaincre la population d'accepter cette société sans cash, il va falloir qu'on élimine les grosses coupures. Vous vous rappelez, en Inde, en 2016, ils avaient éliminé les billets de 500 roupies et 1000 roupies. Et ils font des essais comme ça un peu dans tous les pays pour voir comment la population réagit. Et puis également, ils plafonnent les paiements avec du cash. Par exemple, pour acheter une voiture, on ne peut pas normalement amener notre valise de billets et payer notre achat. Et ils nous présentent aussi, ils nous imposent des obstacles lorsqu'on veut traverser la frontière avec une certaine somme de cash. En France, je crois que c'est 10 000 euros au maximum. Donc, c'est toutes des stratégies pour nous habituer, pour nous obliger à ne plus utiliser le cash. Mais il faut quand même savoir que la monnaie scripturale, donc la monnaie des cartes bancaires, n'est pas légale, n'a pas de cours légal. En tout cas, ni en France, ni en Suisse. Donc, normalement, si on appliquait à la lettre les lois, on devrait ne pas accepter, on n'est pas tenu d'accepter en fait la monnaie scripturale qui est d'ailleurs produite par les banques commerciales au passage. Voilà. Donc normalement, on ne devrait pas accepter cette monnaie et on pourrait légalement faire toutes nos transactions avec du cash. Moi-même qui suis fonctionnaire, je pourrais recevoir mon salaire, je pourrais exiger de recevoir mon salaire en pièces et en billets. Mais ce n'est pas le cas. Je suis obligée d'avoir un compte en banque. Et c'est ça aussi vers quoi les alliances, les entités qui nous poussent à nous débarrasser du cash veulent aller, c'est-à-dire pouvoir contrôler la population avec notamment chaque personne qui aurait un compte en banque. Juste quelque chose qui me vient et une information qu'il est utile de connaître, je pense, et c'est le moment de la donner, c'est que quand vous mettez votre argent dans une banque, cet argent ne vous appartient plus. Il est dans le bilan de la banque. Et c'est pour ça qu'on s'évertue, les États injectent des liquidités ou font des crédits sur notre dos, bien sûr, pour renflouer les banques, puisque les États prétendent que si les banques font faillite, ça va ruiner l'économie, bien sûr, et nos comptes en banque disparaissent avec ces faillites-là. Donc, voilà, donc c'est pour ça que notre argent, si on le met dans une banque, il n'est plus sécure. Et c'est ce vers quoi pourtant le FMI, le Better Than Cash Alliance et d'autres encore groupes, dont celui-ci, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, du Comité Action Publique 2022. Ça, c'est franco-français, ça a été mis en place par Édouard Philippe pour trouver des stratégies pour réduire les dépenses publiques. Alors ça, j'ai découvert il y a quelques jours, et ils nous disent dans la proposition numéro 16 qu'il faut aller vers une société zéro cash d'ici à 2020 pour simplifier les paiements en luttant mieux contre la fraude fiscale et le grand banditisme. Juste petit rappel de l'histoire, les LuxLeaks, les SwissLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers, j'ai pas l'impression qu'ils aient été faits avec du cash, moi. Donc, pour lutter contre l'évasion fiscale, je trouve que l'argument, il est au mieux fallacieux, au pire pervers, quoi. Donc, voilà, juste pour vous rappeler un petit peu certaines choses. Et puis, on a également le GPMB. Aujourd'hui, j'ai des nouveaux acronymes à vous présenter. GPMB, alors en anglais, ça donne Global Preparedness Monitoring Board. Alors, en français, ça donne Conseil mondial de surveillance de la préparation contre les épidémies. Alors, ce board, cette coalition, ce Conseil mondial a été mis en place par l'OMS et la Banque mondiale. C'est bizarre, on retrouve toujours un peu les mêmes acteurs derrière. Et donc, ce conseil nous prévenait d'une épidémie d'ici à 2020, septembre 2020, mais c'était en septembre 2019 qu'il nous parlait de ça, avec toutes les mesures qu'on voit maintenant, qu'on a vues récemment. Donc, c'est assez marrant qu'il nous prévoit ces choses-là. Voilà, donc ça, c'est les sources principales qui plébiscitent cette société sans pouvoir en fait rester en autonomie avec des monnaies qui sont non traçables. Et puis, alors ils invoquent évidemment des arguments comme, l'écologie, oui, parce que les billets, forcément, c'est du papier, donc il faut préserver les arbres. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que les puces, c'est aussi assez peu écologique. Et alors, si on les mettait sous forme de je te pose une question parce que
on part toujours du principe que chaque action a normalement un bénéfice pour le peuple. Oui. Alors, tu as parlé d'écologie, mais bon, ça, on enlève tout de suite parce que ça ne tient pas la route. Oh. Quel est, selon tes recherches, le bénéfice pour le peuple du zéro cash? Alors, j'en parlais récemment, mais ce qu'il nous habitue à faire, c'est à nous habituer justement à ne plus devoir sortir la carte. Alors, ils appuient sur nos paresses ou sur notre surcharge de toutes nos activités en nous présentant ça comme une facilité matérielle. Mais à part le fait de ne pas devoir sortir sa carte, ce qui, au passage, laisse ouvert tout hacking possible. Hein. Vous savez qu'on peut vous piquer vos données s'ils ont l'appareil pour s'approcher de nos téléphones et nous pirater. À part cet aspect-là, moi, personnellement, je n'en vois pas. Mais je renvoie la question à toi, Emma, ou aux autres personnes, à nos camarades qui sont ici. Quel serait pour vous l'avantage de ne plus avoir du tout possibilité d'avoir de la monnaie ou des billets dans votre porte-monnaie? Alors, c'est vrai que ça soulève une question qui est énorme parce qu'il y a effectivement d'un côté le zéro cash, puis après il y a le zéro contact. Et en tout cas, moi qui suis dans le commerce et qui étudie aussi tout ce qui a trait au phénomène d'acte d'achat, donc basé aussi sur le neuromarketing ou comment les personnes achètent et qu'est-ce que ça stimule dans les zones du cerveau. En tout cas, ça fait bien longtemps qu'on a des études qui parlent que quand une personne paye en cash, ça active une partie de son cerveau qui est similaire à la partie de la douleur. Or, quand une personne paye avec une carte de crédit en l'occurrence, ça active plus la récompense. D'ailleurs, on sait que le shopping, c'est le loisir numéro 1 au monde. Enfin, ça l'était en tout cas avant le confinement. Et du coup, ça ne m'étonne pas du tout que des enseignes internationales dans la vente de vêtements et compagnie investissent là-dedans. D'ailleurs, on l'a bien vu, ça a été lancé en projet en Suède, sauf erreur, pour le groupe qui a 2 lettres avec un « et » au milieu, où finalement, vous pouviez acheter vos habits et payer plus tard. Et là, on est exactement… Donc, il n'y a aucun bénéfice pour le consommateur, si ce n'est le confort dans un premier temps. Mais au final, c'est le piège à souris parce que finalement, vous ne savez plus du tout ce que vous dépensez. Voilà. Vous êtes complètement dans la dopamine, enfin dans l'euphorie de l'achat. Et donc, du coup, Jean-Jacques, moi, j'aimerais savoir, quand on parle de tout ça, parce que c'est vrai que là, ça soulève quand même des questions qui sont fortes. Hein. On parle de beaucoup de choses, beaucoup de paradoxes, de nouveaux, de manipulations. Alors, comment endormir les humains pour étouffer toute révolte? Je crois que ça va être le thème que tu as envie d'aborder maintenant. Oui, et effectivement, en écoutant Chloé, je me mettais à la place de ceux qui nous écoutent depuis le début de l'émission. Et peut-être que certains des personnes qui nous écoutent se demandent, mais pourquoi elle nous parle d'argent sans contact? C'est quoi le rapport avec Covid-19? C'est quoi le rapport avec la vaccination, etc. On pourrait croire qu'on est très éloigné du sujet, alors que, je dirais, pour moi, je vois, et ma lecture des événements, c'est que de plus en plus, on est dans une situation où on nous prépare. Hein, elle nous parlait de preparedness il y a quelques instants. On nous prépare à l'idée qu'on puisse tout payer sans contact, ce qui permettrait, et je mets ça au conditionnel, bien entendu, ce n'est pas une prophétie que je fais, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'indices qui nous permettent de croire que sous prétexte de faire le suivi sérologique, et là on revient à ce que Tal a dit, sous prétexte de voir quel est notre statut sérologique, est-ce que nous sommes positifs ou négatifs au Covid, eh bien nous allons avoir une identité numérique. Cette identité numérique sera dans un premier temps présente sur nos téléphones portables ou sur un bracelet numérique, et puis pourquoi pas, pour plus de facilité, mettre cela sur une puce RFID ou sur un gel nanotechnologique, et pourquoi pas le mettre directement à l'intérieur du corps. Ce sont des choses qui se pratiquent déjà. Hein, je rappelle quand même que ça fait plus de 10 ans que certaines boîtes de nuit en Espagne proposent à leurs clients, sur base volontaire évidemment, de se faire injecter
injecter une petite puce qu'on peut charger avec de l'argent et qui permet aux gens de danser sans s'encombrer de sacs, de sacs et de se faire éventuellement voler leur portefeuille, etc. Et de pouvoir régler toutes les boissons et donc toutes les consommations pendant la soirée grâce à ces petites puces. Donc en fait, si on regarde les choses, il y a plusieurs plans qui sont en train de se préparer pour nous amener finalement à accepter l'idée d'une puce ou d'un traçage numérique, et puis on va combiner l'identité, le passeport, le statut médical et le moyen de paiement, tout ça sur la même puce électronique. Voilà. Donc c'est juste pour remettre les éléments de nos interventions respectives dans je dirais, une vision globale. Et ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est la vision d'un philosophe qui est très peu connu. Alors, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, j'ai non seulement une formation de physicien, mais j'ai aussi une formation de philosophe. Et il y a un philosophe qui est un peu passé inaperçu dans l'histoire, qui est Günther Anders. C'est quelqu'un qui a vécu tout le long du XXe siècle, puisqu'il est né en 1902, il est mort en 1992, élève de Husserl et Heidegger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été le premier époux de Hannah Arendt, qui finalement est beaucoup plus célèbre que le premier mari de Hannah Arendt. Et c'est quelqu'un qui a été, dès le départ, un grand philosophe critique de la révolution industrielle, et donc de l'avènement des technologies, et ça a été aussi un grand militant anti-nucléaire. Et la raison pour laquelle j'avais envie de vous parler de lui pendant quelques instants, c'est qu'il y a déjà une phrase qu'il a dite qui me plaît beaucoup, parce que nous nous faisons reprocher, nous les lanceurs d'alerte, d'être des semeurs d'anxiété. Hein, ce qui est quand même assez paradoxal, parce que moi, j'ai le sentiment, avec mes lunettes en tout cas, que ce sont plutôt les médias qui ont servi à semer l'anxiété et la peur dans le public en nous balançant toutes les heures le nombre de cas et le nombre de morts. Mais apparemment, lorsqu'on commence à révéler qu'il pourrait y avoir un vaccin obligatoire, il pourrait y avoir un puçage obligatoire de la population, il pourrait y avoir ceci, etc., on nous reproche de jouer sur la peur des gens pour leur vendre au passage nos services et nos produits. Bien. Eh bien, ce que j'aime bien, je vous cite Günther Anders qui dit « Le statut de philosophe, c'est de vouloir jusqu'à être considéré comme un semeur de panique. » Moi, j'adore ça. Il dit, en fait, le philosophe devrait être et revendiquer même le fait d'être un semeur de panique, parce que la tâche morale la plus importante pour le philosophe aujourd'hui, ce serait de consister à faire comprendre aux hommes qu'ils doivent s'inquiéter et qu'ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit toutes les choses qui sont mises en place au niveau de l'agroalimentaire, au niveau de la médecine, au niveau de l'économie, etc., eh bien, je pense que nous devrions volontairement revendiquer notre peur légitime par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place. Et moi, ça m'a beaucoup apaisé de me dire « Waouh !» Plutôt que d'essayer de me défendre en disant « Non, mais ce n'est pas moi qui sème la panique, c'est les médias. » Mais oui, effectivement, je revendique le fait que je veux semer la panique dans la population, mais pas à mon profit, mais pour réveiller simplement cette peur légitime. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans une de ses œuvres majeures qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme », et c'est une œuvre qui date de 1956, donc c'est avant que les industriels aient programmé l'obsolescence programmée, justement, eh bien, il explique les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour conditionner petit à petit les êtres humains de telle sorte que plus aucune révolte ne sera possible dans la population et que donc on pourra leur faire accepter petit à petit une déshumanisation. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Alors, je vous lis très, très rapidement les étapes parce que on comprendra très, très facilement que nous avons vécu cela ces 50 ou 60 dernières années. Il dit, première chose, eh bien, déjà, limiter dès la naissance les aptitudes biologiques de l'être humain.
Et qu'est-ce qu'on fait à travers les vaccinations qui s'intensifient de plus en plus, si ce n'est effectivement limiter la capacité de l'être humain à je dirais, gérer le rapport avec son environnement. Il faut quand même savoir que depuis 3 ou 4 générations, l'immunité naturelle qui est transmise de mère en enfant diminue de génération en génération. Ça, ce sont effectivement des choses qui sont observées et qui inquiètent de plus en plus d'immunologues. Deuxième étape, c'est qu'une fois que le bébé a déjà vu son immunité et ses aptitudes biologiques diminuer, eh bien, on va réduire la qualité de l'éducation. Pourquoi est-ce qu'on va réduire la qualité de l'éducation? Eh bien, c'est parce qu'il faut absolument que les gens soient de moins en moins capables de réfléchir par eux-mêmes pour avoir un esprit critique. Et il dit d'ailleurs, une très bonne façon de réduire aussi l'éducation, c'est en parallèle à ça, limiter l'horizon de pensée des élèves de telle sorte qu'on va les diriger de plus en plus vers des préoccupations médiocres, comme simplement le fait de pouvoir avoir un travail qui nous permette de payer notre loyer, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on est de plus en plus dans un système d'éducation qui prépare à la vie professionnelle, mais qui n'élève plus le niveau de conscience ou le niveau spirituel des êtres humains. Et il dit, surtout, ne pas favoriser tout ce qui est d'ordre philosophique parce que ça, c'est bien de la subversion. Au contraire, il va falloir diffuser massivement via la télévision, les divertissements, diffuser quelque chose qui flatte l'émotionnel et l'instinctif. Et donc, on va occuper de plus en plus les esprits avec quelque chose qui est futile et ludique, de telle sorte que avec ce bavardage permanent, et je dirais que à partir du moment où la télévision a programmé 24 heures sur 24 ses émissions, ça veut dire que c'est comme si on était en état de distraction permanente. Et j'ai souvent je rappelle très souvent à mes étudiants qu'une distraction, ça vient du latin, c'est distrahere, c'est tirer loin d'eux. C'est-à-dire que toutes les distractions qui nous sont proposées maintenant 24 heures sur 24, c'est une façon de nous tirer loin de nous-mêmes et donc de nous empêcher de penser. Et donc, il dit, finalement, le résultat, c'est qu'on va bannir tout ce qui est le sérieux de l'existence et on va promouvoir au contraire une apologie de la légèreté, de la futilité, etc. De telle sorte que si on est tous, et là on revient à cette notion que tu avais déjà soulevée, Emma, la fois dernière, cette notion de conformisme social, c'est-à-dire que par conformisme social, on va se rendre compte qu'il vaut mieux, pour être accepté par le groupe, devenir soi-même futile, devenir soi-même léger, devenir soi-même banal et surtout ne plus poser des questions existentielles sur le sens de la vie, etc. etc. Et il termine par cette phrase que je trouve extraordinaire. Il dit « Tout ce qui permet d'endormir la lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé et combattu. » Et donc ça nous fait penser évidemment à cette fameuse phrase qui est très souvent citée, cette phrase de Schopenhauer qui disait toute nouvelle idée est d'abord ridiculisée puis combattue férocement avant d'être acceptée comme une évidence. Mais lui, il dit il faut absolument maintenir cette façon de ridiculiser les choses. Et il dit toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent, c'est-à-dire nous et tous les gens qui essayent de faire penser les gens par eux-mêmes, eh bien, doivent être traités comme des subversifs et des terroristes. Et ça date de 1956. Je trouve que ce plan est en train de particulièrement bien réussir dans ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Voilà pourquoi je voulais vous parler de Günther Anders. Oui, alors je te remercie de prendre la défense des boulets comme moi qui ont plus de télévision depuis au moins 15 ans. Donc, grâce à toi, je me sens aussi moi-même moins seule, Jean-Jacques, puisque j'ai toujours été la gâche-faite, celle qui ne boit pas suffisamment d'alcool, celle qui n'a pas de télé, celle qui souhaite jouer aux échecs au lieu de jouer à la PlayStation. Alors, bon, merci en tout cas pour ton soutien direct. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ça me fait penser à la Miviludes, toute cette histoire, parce que finalement, de se moquer du messager avec la dérision, bon. Mais là,
bon, d'après ce que j'ai compris, en tout cas en France, avec cette rentrée scolaire, on a quand même, à travers des circulaires dans les écoles, et corrigez-moi si je me trompe, encouragé les enfants à dénoncer leurs parents s'ils avaient des propos qui allaient à l'encontre des propos du discours officiel. Oui. Alors, qui veut répondre à ça? Parce que moi, là, vu Jean-Jacques, volontiers, alors, volontiers. Oui, parce qu'effectivement, la lutte contre les sectes, moi j'ai suivi ça depuis le départ, depuis le massacre de l'Ordre du Temple solaire en octobre 1994. Et donc c'est à partir de là qu'on a commencé à parler de sectes, de la dangerosité des sectes. Et donc je me suis, moi en tant que spécialiste des phénomènes de pouvoir et de manipulation, je m'étais dit, bah, tiens, allons regarder les travaux des commissions parlementaires, que ce soit en Belgique, en France, en Suisse. Et ce qui est intéressant, il y a deux choses que je veux relever, parce qu'on peut dire des centaines de choses par rapport à ça. Mais la première chose qui m'a interpellé, c'est que tous les spécialistes universitaires qui ont été convoqués par les commissions d'enquête parlementaires disaient tous la même chose. Et ça, je l'ai lu dans les rapports des commissions parlementaires. C'était des rapports de 200, 400 pages, 500 pages parfois, et je me suis farci la lecture de tout ça à l'époque. Tous les gens qui étudiaient depuis 10, 15, 20, 30 ans en tant que chercheurs les phénomènes spirituels marginaux disaient tous, nous n'avons pas observé une augmentation du danger que représentent ces mouvements spirituels minoritaires et marginaux. Et donc, nous ne voyons pas la nécessité de mettre en place des lois ou des systèmes de surveillance. Calmez-vous, là, il y a peut-être eu le massacre, enfin le suicide de l'Ordre du Temple solaire, puisqu'à l'époque, on croyait que c'était un suicide. Mais calmez-vous, il n'y a rien à faire. Et nous avons suffisamment d'éléments dans la législation déjà pour combattre les activités illégales ou les activités meurtrières ou mafieuses, etc. On n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Et ces experts n'ont absolument pas été écoutés, ni en France, ni en Belgique, ni en Suisse, qui sont les 3 pays que j'ai suivis de près. Deuxième chose que je veux souligner, c'est qu'à partir de là, il y a eu une campagne médiatique extrêmement bien orchestrée, avec une fréquence même des émissions qui revenaient régulièrement sur le thème des sectes. Et j'ai même lu un jour un article d'un sociologue, mais ça, je ne serai plus capable de le retrouver, qui expliquait que pour imprimer dans l'inconscient du public la conviction que le phénomène des sectes est vraiment un phénomène préoccupant dont il faut s'occuper finalement, eh bien, il fallait respecter un certain rythme dans la parution des émissions. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'était toutes les 7 semaines qu'il fallait qu'il y ait une émission sur une chaîne de télévision qui parle d'une victime de secte ou du danger des sectes, etc. Tant et si bien qu'aujourd'hui, et là je reviendrai à ce que Chloé nous avait dit la fois dernière que je trouvais fabuleux, Chloé disait, mais y a-t-il un vaccin contre la pensée unique? Eh bien, effectivement, à partir du moment où il y a eu cette campagne de propagande anti-secte, les gens, petit à petit, ont assimilé tout ce qui ne faisait pas partie du discours officiel, de la pensée dominante, comme étant sectaire. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on pense en dehors de la boîte, eh bien, on est automatiquement qualifié de secte. Voilà. Oui, alors effectivement, j'ai vu, juste pour finir ce chapitre sur cette secte et finalement cette crainte, une parution d'un représentant d'un cardinal qui avait été justement condamné pour pédophilie. Et ce qui m'a choquée, c'est que le représentant du cardinal qui répondait aux journalistes, donc il y avait eu quand même des faits, ça avait été jugé, etc., hein, sur donc des personnes dans l'Église qui avaient fait des choses répréhensibles, évidemment, sur les enfants. Et le représentant du cardinal dit aux journalistes, écoutez, en fin de compte, nos fidèles nous font confiance, et etc. Et en fait, je me suis dit, mais si maintenant Tal, Salim, Chloé, Jean-Jacques et moi, nous nous adressions à nos abonnés en parlant de nos fidèles, est-ce que vous imaginez le tollé que ça ferait? Donc finalement, voilà aussi, quand on parle de prendre du recul aussi,
de développer l'esprit critique, d'éviter de s'endormir. Moi, ce sont les genres de questions que je me pose. Pourquoi aujourd'hui, en 2020, on peut imaginer que l'Église parle de ses fidèles et que nous, si on parle nous-mêmes de nos fidèles, on est taxé tout de suite de secte, de complotiste, enfin bref. C'était juste une parenthèse personnelle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les sujets, ça y va. Hein. On parle d'argent. Alors bon, juste, si ça vous intéresse, j'ai juste repris les salaires médians d'un PDG des soins de santé en 2018 parce que c'est vrai que là, on est en plein contact monétaire, Chloé. Bon, tu as sûrement peut-être déjà vu ces données-là. Alors voilà. Donc, le salaire médian des PDG de santé en 2018, et les sources évidemment seront mises dans cette vidéo si vous voulez vous régaler, 7,7 millions de dollars. Ça fait à peu près une moyenne de 640 000 dollars par mois. Donc, ça, c'est juste le salaire. Hein. Ce n'est pas tous les restes, les actions en bourse, etc. J'aimerais savoir si en France, en Suisse, ou en tout cas, j'ai fait des recherches, je ne sais pas, chez qui on peut aller quand on a un problème, puisque là, on va revenir un petit peu sur le sujet du Covid, là, vraiment spécifiquement, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit et on va y venir très vite sur des questions spécifiques qui se font du souci, en fait, sur cette histoire de vaccin Covid. Effectivement, aujourd'hui, on ne va pas parler de ce qu'il peut avoir dedans. Mais finalement, quand on voit, moi ici j'ai des feuilles, mais mon imprimante elle est bientôt en panne, sur les effets déjà secondaires des vaccins antigrippaux. Parce que ça vraiment, toutes les personnes qui nous ont écrit, il y a une vraie demande sur finalement comment on pourra savoir finalement à quelle sauce on va être mangé quand on sait déjà qu'un vaccin qui est passé, donc pour la grippe qui se fait selon les hémisphères. Maintenant, d'ailleurs, il y a un nouveau scandale en Australie. Je ne sais pas si vous avez suivi la ministre qui s'est fait soi-disant vacciner pour le vaccin grippal là. Et puis, je mettrai dans cette vidéo le lien. Donc, apparemment, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art puisqu'il n'y avait pas d'aiguille au bout de la seringue sur la vidéo. Bon. Et donc, on a quand même, je l'ai évoqué dans une vidéo sur ma chaîne l'autre jour, des blessures graves les plus courantes signalées. Je finirai ma question comme ça. Donc, sur la vaccination antigrippale aux États-Unis. Alors, attention, le syndrome de Guillain-Barré, la myélite transverse, la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique, l'encéphalomyélite aiguë disséminée et la mort. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente, moi non plus, je n'invente rien, comme toi, Artal d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qui veut me répondre? Parce que là… Non, je vais te répondre. Je n'invente rien. Moi, je suis ça depuis un demi-siècle. Il n'y a que 1% des effets secondaires des vaccins qui sont rapportés quelque part. Il y a 99% des effets secondaires des vaccins qui ne sont jamais décrits. Tout simplement parce que quand vous avez un effet secondaire, le médecin vous dit oh, non, c'est une coïncidence. Mais c'est colossal. Vous devez réaliser aujourd'hui que les vaccins, c'est de la toxicité colossale. Il y a 235 substances chimiques dans les vaccins. J'ai la liste. Je ne l'ai pas inventée, elle est là. Il y a dans les vaccins des doses d'aluminium 60 fois plus grandes que la dose maximum considérée par l'OMS et la Food and Drug Administration comme tolérable. C'est de la folie totale. Ce qui est incroyable, c'est que les vaccins, depuis 30 ans, ne subissent aucun contrôle. Quand vous faites un médicament, vous devez passer des tests, des machins, etc. Bon, les vaccins, depuis 30 ans, ils échappent à tout. Donc, aujourd'hui, dans les vaccins, on vous met des choses qui sont inimaginables. C'est une soupe de sorcière, excusez-moi. On vous met des choses là-dedans. Vous n'avez pas idée ce qu'il y a là-dedans. Il y a des cellules fœtales, il y a des… Non, mais Mais comme il n'y a pas de contrôle sur les vaccins, parce que le contrôle, il est sur les médicaments, pas sur les vaccins. Depuis 30 ans, les marchands de vaccins n'ont aucun contrôle. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vous mettent des doses hallucinantes. Alors, moi, je mets ça sur mon blog, je mets ça sur mon site, je mets ça dans mes livres, mais je suis un pauvre petit médecin ridicule. La formation des gens, c'est vaccin, c'est bien. Bill Gates vous dit, on va vacciner 7 milliards d'individus. Mais ces gens sont des fous dangereux.
nous devons prendre conscience que ce qu'ils disent n'est pas la vérité, c'est un point de vue. Et que ceux qui veulent vous injecter, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de produits toxiques qui vont tuer vos enfants, tuer votre vie, diminuer votre réalité, parce que leur but est simple, c'est que plus ils vous arrivent à vous intoxiquer, plus vous allez être malade. 54% des enfants américains aujourd'hui sont malades de maladies chroniques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des antibiotiques, de la cortisone, des produits chimiques pour les soulager. Mais nous sommes dans une situation, il faut absolument réveiller des consciences pour dire stop! Cette vision que les vaccins et les médicaments chimiques allaient nous sauver, elle est totalement fausse. C'est Big Pharma qui aujourd'hui s'associe à Big Tech. Parce que Big Tech censure toutes les informations qui, aujourd'hui, on peut encore parler, mais dans un mois, on ne pourra plus. Parce que Big Tech, c'est la censure totale des médias qui vous dit, si vous ne dites pas que les vaccins, c'est bien, eh bien, vous êtes censuré. Alors, la clé, c'est que tant qu'on peut le faire, il faut le dire aux gens, réveillez-vous, prenez conscience que qui êtes-vous? Vous êtes un être magnifique, mais que la santé ne va jamais venir d'un vaccin, d'un médicament, elle va venir de votre mode de vie. Salim, qu'est-ce que tu veux nous dire? Emma, tu as donné les chiffres de… J'avais 2 points à reprendre. Tu as donné les chiffres des indemnisations. Donc, on parle de 900, on parle d'1 milliard de dollars aux États-Unis, ce qui démontre qu'il y a des dizaines de milliers d'effets secondaires qui sont très graves et qui ont poussé à des indemnisations. Il faut savoir qu'il n'y a même pas 95% des gens qui finissent au tribunal, okay? Parce que ce sont des combats de David contre Goliath. Okay? C'est très, très compliqué. Donc, cette caisse d'indemnisation des accidents vaccinaux existe et démontre qu'il y a des accidents vaccinaux. Après, c'est toujours pareil. Vous savez, les statistiques médicales, c'est des statistiques jusqu'au jour où ça concerne votre enfant ou vous-même. Ce ne sont plus des statistiques, après, c'est des drames de vie. Et je voulais aussi parler d'une vidéo extraordinaire, une interview de Bill Gates qui explique que cette volonté, alors écoutez bien, hein, le type, il sait très bien ce qu'il fait. Cette volonté de vacciner 7 milliards d'individus va obligatoirement amener 1 sur 10 000 cas effets secondaires, ça veut dire 700 000. Et il donne le chiffre. C'est pour ça qu'il veut que les gouvernements s'impliquent pour justement s'occuper de l'indemnisation et surtout de déresponsabiliser pénalement les entreprises. Parce que je vais rappeler quand même quelque chose aux médecins qui se croient un petit peu, en dehors de toute cette affaire. C'est celui qui vaccine qui est responsable pénalement, hein. Donc, celui qui va faire la picouse de corona, vaccin de blabla qui sert à rien, qui a été validé en 3 mois sans aucune étude avec des communiqués de presse, comme c'est le cas pour le Moderna. Je rappelle que l'entreprise Moderna, qui est aujourd'hui en bourse, qui vaut aujourd'hui valorisée à 30 milliards, alors qu'elle n'a jamais de sa vie fabriqué de médicaments ou de vaccins. Enfin, c'est complètement délirant. C'est comme si vous donniez votre bâtiment à construire à un type qui n'a jamais rien construit, qui n'a aucune compétence. Enfin, c'est fou, c'est de la folie. 30 milliards, c'est que de la spéculation boursière. Ça n'a aucun rapport avec les compétences médicales. Donc qu'est-ce qu'il veut faire Bill Gates? Il veut se protéger légalement, pénalement, en mettant devant les gouvernements, les autorités. Comme ça, il va signer des accords et ça va être ce qui va payer les pots cassés, le contribuable. Voilà. Et ça, c'est quand même le concept le plus dingo que j'ai vu de ma vie. Parce que si c'est bon, si c'est nickel, prenez votre responsabilité. Mercedes, quand ils vendent une bagnole, ils la garantissent. Ils savent ce qu'ils font. Ils assument leur truc. Vous voyez, ils savent que c'est du béton ce qu'ils vendent. C'est de la qualité. Ils savent où ils vendent. Là, non seulement ils ne le garantissent pas, ils le garantissent avec l'argent du contribuable. C'est juste délirant. Donc, faut bien comprendre que
l'acte vaccinal, c'est un acte médical qui comporte des risques, que vous le vouliez ou non. Cet acte médical, il faut le contrôler, il faut être conscient, il faut être au courant, c'est tout. C'est tout ce qu'on dit. Il faut être conscient de ça. Et vu l'accélération de la fabrication des vaccins du coronavirus qui respectent absolument aucune… Alors là, on est en dehors de l'evidence-based medicine, hein, puisque maintenant Moderna, il ne communique pas ses travaux. Il fait un essai sur 45 personnes, il n'en prend que 8, les autres, il les a oubliés. Et il fait des communiqués de presse. Et quand il fait un communiqué de presse, il dit de bons effets, boum, il augmente de 10 milliards de capitalisation boursière. C'est, vous savez, je vais finir par ça en fait. Nous avons aujourd'hui des experts ultra diplômés, ultra compétents à l'OMS, dans nos ministères, dans nos hautes autorités de la santé publique, blabla, qui ont été bananés par un escroc, Sapan Desai, et une actrice porno. Voilà la réalité. La réalité, c'est que ces gens sont d'une incompétence crasse. Ils devraient avoir honte d'eux-mêmes. Parce que me faire bananer de la sorte par un bonneteur à la sauvette au marché des puces à Marseille et une actrice porno, ça, il faut le faire. C'est historique. C'est phénoménal. Les mecs, ils sont tous bac plus 38. Ils sont là avec leurs conférences, etc., leurs diplômes, leur poste universitaire, poste politique. Ils ont fait. Vous avez vu comme ils parlent? Ils parlent doctement. Ils se prennent pour des sommités. Ils ont été bananés par un vulgaire bonneteur à la sauvette. C'est tout. Donc, à partir de là, moi, je vous le dis, c'est pas pour vous faire peur, mais faites plus confiance à votre raison qu'à ces guignols. Merci Salim pour ton intervention. On va passer maintenant à quelques questions qui nous ont été posées et on a aussi répondu indirectement à beaucoup de vos questions avec les thèmes qui ont été évoqués ce soir. Juste avant de parler de la première question que j'aimerais poser à Jean-Jacques sur les questions des abonnés qui ont suivi la première émission, j'aimerais vous donner les chiffres de ce qui vient de se dire là. Donc, pour les États-Unis, écoutez bien, chaque médicament approuvé par la Food and Drug Administration, donc la FDA, entre 2010 et 2016 impliquait des fonds scientifiques financés par les impôts par le biais des National Institutes of Health, donc les instituts nationaux de santé, et les contribuables ont dépensé plus de 100 milliards de dollars pour ces recherches qui ont du coup été, à coup de brevets derrière, privatisés par les labos et compagnie. J'ai aussi un autre chiffre qui date de 2017, donc une analyse qui a révélé que le CDC, donc le Center for Disease Control, donc aux États-Unis, détient désormais au moins 57 brevets liés au vaccin. Je rappelle aussi qu'en 2011, la Cour suprême a jugé aux États-Unis que les vaccins étaient inévitablement dangereux. Ça, ce sont leurs mots. On vous mettra tous les liens aussi puisque c'est important. Avant d'aller peut-être trop dans les détails sur ces vaccins-là, il y a quand même un fait qui est irréfutable. Aujourd'hui, il y a des programmes de compensation qui sont sur pied, qui ont indemnisé à hauteur de milliards des problèmes liés aux vaccins, que ce soit des enfants ou des personnes âgées, des décès carrément. On ne pourra pas aller plus loin dans les détails, mais on en reviendra vraiment. Et puis, quand même aussi, c'est vrai que c'est complètement fou puisque en 20 ans, la Food and Drug Administration a approuvé 42 nouveaux vaccins. Donc, ça revient, Tal, à ce que tu disais tout à l'heure, qui entrent dans la catégorie encore moins stricte des produits biologiques, c'est-à-dire qu'effectivement, ça s'appelle l'approbation accélérée et il se trouve que pour avoir ces approbations accélérées, toutes ces compagnies dont la FDA touche des millions des labos sous les frais d'utilisation. Donc, on vous en parlera plus en détail, mais vous comprendrez l'ampleur des dégâts. Voilà, une première question, Jean-Jacques, pour toi. Alors, elle vient de… Donc, c'est un pseudo, hein, Pionization, donc je lis, hein. Voici la question. Il semblerait que l'armée russe en soutien à l'Italie ait aussi enquêté sur l'amplificateur biologique qui aurait été employé à Bergame, ville qui a eu le plus grand nombre de morts et qui a servi aux scènes de panique à la télévision pour faire confiner la France. Cet amplificateur biologique serait le vaccin contre la méningite fait en 2019 après une campagne d'information à la population à propos de tous les migrants qui arrivent en Europe via Bergame.
vous les sources et les preuves de tout cela. Voilà. Alors, je vais répondre de façon indirecte à cette question. Parce que je n'ai pas connaissance je dirais de cette intervention de l'armée russe à Bergame, au niveau de l'Italie, etc. Par contre, je voudrais renvoyer ceux qui nous écoutent à un excellent article qui a été publié dans le magazine Néo Santé numéro 100, donc le magazine du mois de mai. Un article signé par Prisca Ducœur-Joly, qui est une journaliste indépendante qui travaille depuis plusieurs années sur la question des vaccins, la question du sida, la question de l'alimentation, etc. Et elle a fait un travail vraiment remarquable et dont j'avais envie de parler pendant juste 2-3 minutes pour montrer que même si je n'ai pas l'information sur cette armée russe et sur ce qui s'est passé en Italie, il y a quand même des éléments qui aujourd'hui deviennent de plus en plus clairs sur le rôle des vaccins comme source potentielle d'épidémie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je vais commencer d'ailleurs par un article qui est sorti dans la revue Vaccine aux États-Unis en mars 2020. Donc, c'est quelque chose qui est très, très récent. Et cet article disait: la vaccination antigrippale que nous donnons à nos militaires favorise les infections à coronavirus. C'est quand même assez intéressant. C'est ce qu'on appelle en fait en épidémiologie, et c'est un terme que j'ai appris grâce à cet article, c'est ce qu'on appelle le remplacement épidémique. Alors donc, en fait, à partir de la vaccination, mais il n'y a pas que la vaccination, il peut aussi y avoir l'administration de médicaments. Les médicaments peuvent provoquer deux phénomènes. Soit ils provoquent ce qu'on appelle le déplacement épidémique, ou il peut provoquer le remplacement épidémique. Le déplacement épidémique, c'est simplement le fait que lorsqu'on donne un médicament ou lorsqu'on donne un vaccin à quelqu'un, eh bien, on va déplacer l'âge auquel la maladie va s'exprimer. Un exemple très connu aujourd'hui dans les recherches indépendantes, et je vous donnerai aussi donc sous cette vidéo les références, c'est la vaccination contre la rougeole. Auparavant, la rougeole naturelle apparaissait la plupart du temps lorsque les enfants commençaient à être socialisés. Et à ce moment-là, c'était un bon moment pour l'enfant de faire la rougeole puisque son système immunitaire avait pris le temps de devenir mature et donc il était capable de gérer la situation. À partir du moment où on a vacciné les nourrissons contre la rougeole alors que le système immunitaire du nourrisson n'est absolument pas mature, eh bien, on a augmenté la létalité de la maladie par un facteur 4 chez les nourrissons. Mais tenez-vous bien, il y a aussi un autre déplacement épidémique par rapport à la rougeole, qui est que ça se déplace aux alentours de 25 ans. Et ça, il y a énormément d'observations maintenant qui montrent qu'il y a de plus en plus de jeunes adultes qui font la rougeole alors qu'ils ne l'ont pas fait au moment de l'enfance puisqu'ils ont été vaccinés. Et à ce moment-là, lorsque les jeunes adultes font la rougeole, eh bien, la létalité peut être 8 fois plus élevée que si on avait laissé la rougeole se passer naturellement. Bon, ça, c'est le déplacement épidémique. Maintenant, le remplacement épidémique, c'est lorsque une autre maladie apparaît à la faveur de la disparition de la première maladie. Donc, le remplacement épidémique, je vais vous donner donc l'exemple déjà de la grippe saisonnière. Eh bien, on se rend compte que la grippe saisonnière, à partir du moment où on vaccine les personnes de façon régulière, eh bien, ça peut provoquer d'autres types d'affections. Je n'ai pas retrouvé malheureusement un article que nous avions trouvé en 2009 lorsqu'on se battait contre la grippe H1N1 et j'ai demandé à ma collaboratrice d'essayer de retrouver cet article et on ne l'avait pas trouvé, mais cet article disait qu'entre l'âge de 60 et 65 ans, si donc des personnes sont vaccinées 5 années d'affilée
contre la grippe saisonnière, elle multiplie par 10 la chance, entre guillemets, de contracter la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais il y a d'autres exemples, hein. Le vaccin à pneumocoque, par exemple, eh bien, on se rend compte que le Prevnar 7, par exemple, qui était commercialisé jusqu'en 2010, était responsable de 20% des méningites bactériennes à pneumocoque chez l'enfant. Et donc, on le savait depuis 2007, mais les autorités de santé publique, qui évidemment sont arrosées par les finances de Big Pharma, ont laissé ce médicament, enfin ce vaccin plutôt, en commercialisation jusqu'en 2010, jusqu'au moment où ils ont pu proposer le Prevnar 13 en disant bon, il y avait des problèmes avec le Prevnar 7, mais avec le Prevnar 13, maintenant, on va régler le problème. Et en fait, ça a été une catastrophe puisque on n'avait plus 20% des méningites, mais beaucoup plus de méningites bactériennes à pneumocoque. C'est-à-dire que là, alors ce qui est complètement absurde, et c'est là où je me dis, mais où est-ce que ça va s'arrêter, cette folie? Parce que quand on voit que des méningites sont provoquées par des vaccins contre le pneumocoque, là maintenant, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est en train de faire de la recherche pour un vaccin contre la méningite. Oui, mais est-ce qu'on n'irait pas simplement à lutter contre la cause initiale qui a provoqué la méningite? Même chose pour l'autisme. On nous dit qu'un jour, on pourra peut-être vacciner contre l'autisme. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement retirer la cause? Même chose, on nous dit qu'on va faire un vaccin contre Alzheimer. Oui, mais quand on sait qu'Alzheimer peut être effectivement déclenché par la vaccination anti-grippe chez les personnes âgées, et on peut d'ailleurs, et c'est par là que je vais terminer, mais je pourrais encore vous donner beaucoup d'autres exemples, mais je vous renvoie vraiment à cet article passionnant de Prisca Ducœur-Joly. Mais quand on sait que le taux de vaccination dans les résidences pour personnes âgées est de 91%, on peut peut-être faire un lien avec l'article scientifique qui est sorti dans la revue Vaccine pour les armées américaines. On peut peut-être faire un lien sur l'incidence du Covid-19 dans les résidences pour personnes âgées, justement. On pourrait se demander, bah, tiens, s'il y a eu autant de cas de Covid-19, c'est peut-être parce que ces personnes avaient été lourdement vaccinées en automne 2019 contre la grippe saisonnière habituelle. Voilà. Donc, j'irais simplement, ça me paraît important de commencer à se poser des questions sur le fait que l'apparition d'une maladie peut très souvent être provoquée par un traitement médicamenteux, c'est ce qu'on appelle les conséquences iatrogéniques. Iatros en grec, ça veut dire le médecin, et genao en grec, ça veut dire qui engendre. Donc, les maladies engendrées par le traitement médical. Il faut quand même rappeler, et je termine par ça, que la troisième cause de mortalité dans le monde, et ça c'est une statistique officielle de l'OMS, ce sont les traitements et donc les conséquences iatrogéniques des traitements et des traitements médicaux et des vaccins et des médicaments. Ça, c'est la troisième cause de mortalité dans le monde et la troisième cause reconnue parce que si on creuse un petit peu, on pourrait même se rendre compte qu'il y a toute une série de maladies chroniques qui font aussi partie du remplacement épidémique qui viennent du fait que plus on vaccine une population, plus l'état de santé de cette population devient dégradé. Voilà. C'est vrai qu'on va remettre et on met à chaque fois toutes les sources de ce dont on parle dans les émissions. Je fais aussi une parenthèse sur Del Big Tree. Je ne sais pas si parmi vous qui nous regardez, vous suivez donc un des membres de l'équipe Vaxxed qui effectivement sur sa chaîne YouTube avait posté aussi une vidéo qui avait été, donc moi je l'ai utilisée comme source et qui a été censurée sur YouTube, une vidéo en interne dans une réunion de l'OMS donc en 2019, réunion dans laquelle toutes les personnes que nous voyons publiquement prendre la parole pour défendre les vaccins comme étant sûrs et absolument sans conséquences pour la santé, les mêmes personnes dans cette vidéo à l'intérieur d'une discussion de l'OMS, donc ici à Genève, mentionnaient vraiment leurs préoccupations sur les vrais problèmes sanitaires liés aux composants des vaccins, adjuvants, métaux lourds et compagnie. Je vais me faire un point d'honneur à retrouver cette vidéo pour vous la mettre en lien le plus rapidement possible parce que tout est là. Et quand on parle de sources, évidemment, il y a aussi des sources vidéo qui sont irréfutables. On a les visages des gens et compagnie.
j'ai une question maintenant de la part de Sandra et je l'adresse à Chloé, puisque là, on va parler des masques. Et c'est vrai que souvent, tu nous as fait part de ton rejet finalement par rapport aux masques. Alors, voici la question. Je n'en porte plus car je n'ai plus peur et parce que je trouve que respirer son CO2 est malsain. Avez-vous la preuve qu'ils sont inefficaces? Voilà, je te transmets la question. Alors, merci Emma. Oui, Sandra m'a aussi posé des questions, effectivement. Alors, ce que j'ai vu, c'est un article de Denis Rancourt, qui est professeur de physique, qui a compilé en fait toutes les études qui ont été faites, les études scientifiques qui ont été faites sur les masques, et il n'en a trouvé aucune qui prouvait l'efficacité des masques. Donc ça, je pourrais vous envoyer aussi l'article. Très, très intéressant. Donc, à part respirer notre gaz carbonique et nous empoisonner, voilà, et puis surtout nous museler, hein, nous empêcher de sourire parce qu'on ne se voit plus avec ces masques. Et puis aussi propager la peur, très utile ça. Comme ça, les médias ont un relais avec la population qui porte des masques. Non, non, le masque, c'est en tout cas pas efficace et puis ça pollue nos relations interpersonnelles, quoi, nos relations sociales. J'en profite tant que j'ai le micro pour juste compléter ce que disait Jean-Jacques et Tal sur le fait qu'on vaccine et qu'on empêche en fait le corps de se défendre. Ce que j'ai pu constater, ce que j'ai pu étudier, c'est que par exemple, il y a des maladies qui existaient en Europe et dans les pays occidentaux qui n'existent plus, mais parce qu'en fait, on a vacciné contre ces maladies-là et du coup, le corps fait d'autres choses pour éliminer ce qui l'empoisonne. Parce que ce que j'ai compris aussi, c'est que les maladies ne sont pas des problèmes en soi, elles permettent au corps d'éliminer les toxines, les résidus de ce qu'on mange et qui n'est pas bon pour nous, du style les féculents, les produits animaux. Et par exemple, la coqueluche ou la petite vérole, qui était présente sous nos latitudes il y a quelques siècles, ont été remplacées grâce au vaccin par la tuberculose et la poliomyélite, justement. Et ensuite, troisième vague, après avoir empêché les maladies fonctionnelles, qui étaient donc la coqueluche et la petite vérole, de faire leur boulot d'élimination des toxines, on a fait des maladies lésionnelles, donc la tuberculose, la poliomyélite, et maintenant on en est à l'étape 3, qui est de faire des maladies dégénératives, donc le sida, la myopathie par exemple. Donc continuons à nous vacciner, à la fin il n'y aura plus d'êtres humains, puisqu'on n'aura plus besoin de se défendre, puisqu'on n'aura plus aucun moyen de le faire. Voilà. Donc, c'était juste le petit complément que je voulais ajouter sur les vaccins. Et merci Sandra pour la question et merci Emma de me l'avoir transmise. Oui, c'est vrai que ça fait déjà un petit moment qu'on parle plus de paralysie flasque aiguë que de polio sauvage. Effectivement, la polio vaccinale a repris le flambeau et puis ça fait évidemment partie de toute une série que vous trouvez sur le site du gouvernement britannique. On le mettra aussi en lien sur les vaccins qui peuvent causer des effets secondaires et sur lesquels vous pouvez avoir une somme de 120 000 pounds si vous êtes l'euro gagnant d'un handicap à plus de 60%. Voilà. Salim, voilà, là, je sais que quand je vois ton état, mais c'est vrai que l'émission, l'info en question, c'est un condensé certaines fois de scandales. Alors effectivement, il y a des gens maintenant qui se demandent au niveau de l'action, parce qu'on va finir sur ces notes-là. Voilà la question de… Alors, je n'ai pas le nom, ça s'appelle ClickS Underground 76 ou 76 pour les Français. Ma question est, y a-t-il un recours juridique ou autre pour refuser ce poison? Donc, ce n'était pas mentionné dans la question. Est-ce qu'on parle du poison Covid vaccin? Probablement, puisque ça fait référence à notre première émission où Sophie Mollement, qui n'était pas là pour des raisons de timing ce soir, a mentionné dans la première émission ces vaccins. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les recours juridiques pour refuser les poisons ou autres, Salim? En fait, on va commencer par un truc simple, c'est que chaque être humain a le droit de refuser un traitement médical quel qu'il soit, okay, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à vous organisez, enfin vous êtes prévu au bloc opératoire pour une chirurgie. 2 secondes avant de commencer à vous endormir, l'anesthésiste vous met le masque, vous dites non, j'annule, j'ai peur. Vous ne donnez même pas d'excuses. Vous vous levez, vous rentrez chez vous, c'est votre droit. Parce qu'il faut rappeler quand même, c'est votre corps. Hein. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Après, bien sûr, avoir reçu une information complète, on appelle ça en médecine, en médico-légal,
une information éclairée, quoi. Enfin, on donne toute l'info sur les bons côtés et les mauvais côtés, ce qui en général n'est jamais fait, hein. Les effets secondaires, on n'en parle jamais, notamment par exemple, un truc tout bête, la péridurale, hein. Les femmes sont concernées, les effets secondaires sont dingues, et on fait croire aux femmes que c'est un bouton. Voilà, on appuie là, vous ne sentez plus rien, et après vous vous réveillez, vous rentrez chez vous. Pas du tout. Il y a des catastrophes, et pour moi, tout va bien à partir du moment où on dit tout au patient et que c'est le patient qui fait son choix. Aucun souci avec ça. Maintenant, au niveau des vaccins, on peut vous embêter pour les enfants, parce que là, vous n'avez pas l'autorité parentale en France, parce que le procureur estime que vous pouvez représenter un danger, ce qui est complètement fou, comme si un procureur allait être plus protecteur que moi pour mes propres enfants, alors qu'il ne les connaît même pas. C'est pas lui qui les nourrit, qui les lave, qui les change, qui les éduque, hein, c'est pas lui, c'est moi. Donc moi, je me méfie toujours du gars qui me dit qu'il veut m'en bien mieux que moi. Ça c'est pas possible, ça n'existe pas sur Terre, c'est insultant. Et après, concernant nous-mêmes les adultes, on va nous faire le coup, bon, d'abord d'une loi, ou sinon tout simplement, vous n'allez pas pouvoir rentrer à tel endroit, vous n'allez pas pouvoir voyager si vous n'avez pas le fameux sésame du vaccin. Donc, que faire? Alors moi, j'ai pas 75 ans, j'ai pas les cheveux blancs avec la sagesse du vieux de la vieille qui, c'est pas, j'ai que 44 ans et j'ai pas vu 1 milliard de choses, mais j'ai quand même vu beaucoup de choses et j'ai appris une chose très simple, c'est que si on veut gagner cette lutte, il va falloir éveiller la population, il va falloir être très nombreux pour faire sauter ce verrou, ce chantage de cette politique criminelle, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, on nous a empêchés de sortir de chez nous. On était en garde à vue chez nous. Et on sortait avec un papier à la con, excusez-moi la grossièreté, qu'on imprimait nous-mêmes pour nous autoriser nous-mêmes à sortir. C'est quand même de la psychiatrie, c'est un asile à ciel ouvert. Donc là, il faut arrêter le délire. Pour moi, il faut que ça vienne du peuple massivement. Et c'est la seule et unique façon de mettre fin à ce plan, j'allais dire diabolique, j'allais dire, je ne sais même pas quel terme utiliser. C'est même pas intellectuellement, il n'y a pas de qualificatif. C'est d'une stupidité, ça n'a aucun sens. Néanmoins, c'est notre réel du moment. Il va falloir faire avec. Et voilà. Donc, par contre, je suis vraiment très, très optimiste parce que je pense qu'un très, très, très grand nombre de gens est éveillé à cette réalité et qu'il manque une petite étincelle, un petit truc. On ne sait pas ce que c'est. Ça s'appelle, d'aucuns l'appellent la providence. C'est ce que je fais. Il y a un petit truc comme ça qui vient et là, pouf, ça prend. La convergence des luttes, un phénomène social, politique, un moment, vous savez, comment on appelle ça, l'alignement des étoiles, je ne sais pas, et ça va arriver. Nous, notre rôle, c'est d'informer les gens pour qu'ils comprennent que ce qui se passe et qu'il va falloir qu'ils se réveillent, sinon ils vont se transformer, même pas en moutons, c'est même pas des moutons, c'est pire que ça. Vraiment, c'est pire que ça, c'est humiliant. On est des êtres humains. On a 100 milliards de neurones dans notre cerveau. C'est pas pour me faire bananer par le premier escroc et actrice porno qui passe. Parce que là, on va vous dire, oui, on n'a pas pu voir venir la chose. Ben si, nous, on a dénoncé cette escroquerie quand elle a été publiée le lendemain. Donc, on a les capacités de comprendre ce qui nous entoure. Il faut continuer à informer nos semblables pour sortir comme à l'époque de la grippe AH1N1 en 2009, on a fait chuter le plan de vaccination globale qui ressemblait énormément au coronavirus. On avait shunté la médecine de ville, ils avaient créé des gymnases, etc. pour vacciner en masse avec des vaccins, avec 10 piqûres, etc. Enfin, ils avaient terrorisé tout le monde. Il faut se rappeler, hein, Jean-Jacques, hein, de la propagande de 2009, elle était très puissante. Elle a été même plus longue à installer que celle du coronavirus. Ils sont allés très loin. Et malgré ça, il n'y a personne qui allait se faire vacciner. Je me rappelle très bien, c'était un flop total.
Donc, il faut continuer dans ce sens. C'est ce que je fais depuis le début et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'il faut continuer à faire parce que seul, on ne pourra pas. Il faut qu'on soit nombreux, que ça soit massif. Et je vous garantis que on va réussir à le faire. C'est tellement évident. C'est tellement évident. Merci Salim. C'est vrai que… Par contre, si tu permets, Oui. Emma, pour moi, les plaintes judiciaires servent quand même. Il y a des plaintes qui ont été déposées à la Cour de justice de la République, au pénal, chez le procureur de la République contre les politiques. D'ailleurs, ça a fait terroriser, par exemple, un Édouard Philippe. Édouard Philippe, maintenant, avant de s'exprimer, il fait attention. Il a dit à ses ministres, attention à ce que vous dites, parce que vous mettez votre responsabilité en jeu. Donc, ça ne va pas empêcher Bill Gates de partir dans ses délires, ça en est clair. Mais néanmoins, il marche sur des œufs, voilà. Et en plus, il faut les pousser au parjure. Parce que là, on a entendu tout à l'heure Jérôme Salomon mentir à l'Assemblée nationale. Voilà, ce type est un mythomane, c'est gravissime. Donc, il faut les pousser au tribunal se parjurer. Et après, on filme et on montre aux gens, on leur dit, regardez qui vous dirige, des menteurs, des escrocs, des voyous. Voilà, c'est ça. Il faut les pousser à la faute encore plus, comme Michel Aubier, le fameux pneumologue, professeur, qui s'est parjuré à l'Assemblée lors d'une enquête parce qu'il travaillait chez Total et qu'il ne l'avait pas déclaré. Et ça, pour moi, c'est encore des preuves supplémentaires que ceux qui nous dirigent sont des mythomanes, des sociopathes. Effectivement, alors à l'époque, je pense que quand tout allait bien, pendant que les gens se divertissaient, on faisait ce qu'on voulait de l'autre côté et puis finalement ça passait. Maintenant, il se trouve qu'il y a des gens qui ont quand même pris goût à l'information, qui ont pris goût à comprendre ce qui se passait parce qu'ils ont compris que dans 20, 30 ou 40 ou 50 ans pour les plus chanceux, c'est fini, ils quitteront cette terre. Mais le temps qu'ils sont là à passer sur cette terre ensemble, ils se sont dit peut-être que finalement, il y a des choses que j'aimerais comprendre parce qu'il y a aussi un phénomène dingue. C'est que de plus en plus de gens ont besoin de donner du sens à ce qu'ils font, du sens à leur vie et du sens à leurs actions. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être se contentaient d'informations relativement acceptables ou qui coûtaient même plus, qui maintenant s'en contentent plus. Et voilà finalement le rôle de cette émission est aussi pour, d'une part, essayer de relayer un maximum d'informations, puisque c'est un travail dingue, de vérifier évidemment ces informations, sinon on n'en parle pas, et ensuite de proposer des réponses à vos questions et finalement des conseils, des solutions. Moi, en tout cas, j'ai relevé aussi une question qui a été posée par Katsu54, Catherine. Alors, elle est très touchante, cette question sur la fin. Que peut-on faire comme action pour stopper ce qu'il se passe? Un collectif avec des avocats en béton? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue et je me sens seule. Pardon. Moi, quand j'ai lu cette question, ça m'a vraiment touchée parce qu'elle finit par pardon. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à se retrouver à dire mais excusez-moi de me sentir seule, excusez-moi de ne plus en pouvoir. Et comment on fait? Et ça a été vraiment la vague qu'on a reçue avec la première émission. C'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur un plan juridique? Alors, pour finir, évidemment, Jean-Jacques, je pense que tu pourras aussi mentionner la Fondation au Canada, puisque là, vous êtes déjà lancé. En France, il y a le collectif N'oublions rien qui est en route et d'autres aussi, qu'on mentionnera et on continuera à les mentionner à chaque fois et à les mettre en lien de cette vidéo. Et puis en Suisse, eh bien, la fondation est en cours de route. Je vous en dirai plus dans des prochaines vidéos, mais effectivement, on a la bonne nouvelle d'avoir une équipe d'avocats solides, motivés, qui n'ont pas froid aux yeux et qui croient encore finalement à leur but de départ dans leurs études de droit, c'est de défendre les libertés humaines, de défendre les droits fondamentaux, les constitutions. Et on est là et on va se battre jusqu'au bout, vous avez compris. On n'est pas là juste pour parler de l'info, mais pour agir avec l'info qu'on a dans les mains. J'aimerais finir cette émission avec un tour de table. Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces 7 prochains jours? Est-ce que tu as envie de partager avec nos auditeurs? Est-ce que tu peux avoir des bonnes nouvelles, des bons conseils, quelque chose de positif? Oui, ben, en fait, ceux qui ont suivi un petit peu mon actualité ont vu que j'ai été
extrêmement occupé toute cette semaine depuis le 8 juin jusque maintenant, puisque la fondation dont je fais partie au Québec a introduit une poursuite contre le gouvernement québécois, donc le gouvernement provincial. Et jeudi, donc dans 2 jours, nous poursuivons le gouvernement fédéral avec les plus grands avocats constitutionnalistes. Mais ce n'est pas de cela dont je voulais parler. Ce dont je voulais parler, ce sont les rencontres que j'ai eu l'occasion de vivre dans différents endroits, dans mon village, dans une ville à côté à quelques kilomètres de chez moi et aussi à Québec devant l'Assemblée nationale. Et ce qui était très touchant, c'est que pour la première fois depuis plusieurs mois, j'étais en contact avec des centaines de personnes dont aucune ne portait des masques, aucune ne respectait la distance physique, aucune n'avait peur d'être contaminée et on s'est fait des câlins. Moi, j'ai fait plus d'une centaine de câlins avec des inconnus, des gens qui me remerciaient, etc. Et je dirais que moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de manifester le fait que vous n'avez plus peur et d'inviter les autres personnes à partager effectivement cette confiance que vous retrouvez après avoir été sidéré, cette confiance que vous avez retrouvée dans votre organisme, dans votre corps, et peut-être inviter simplement les personnes à, elles aussi, sortir de leur peur et rentrer dans cette confiance. Et il y a une façon très très simple, et ça je l'ai suggéré dans ma dernière conversation du lundi, c'est de commencer de façon très douce, très paisible, à poser quelques questions à la personne pour qu'elle se pose la question elle-même et qu'elle sorte elle-même de sa propre prison. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que maintenant, nous avons un rôle, nous qui sommes déjà éveillés à la réalité de ce qui est en train de se passer. Je pense que nous avons un rôle pour avoir cette pression populaire dont Salim parlait il y a quelques instants. Nous avons un rôle de donner les clés de la prison mentale dans laquelle beaucoup de personnes sont encore enfermées. Et ce transfert de clés peut se faire à travers une stratégie de poser des questions accouchantes. C'est ce que j'appelle des questions accouchantes. C'est faire réfléchir la personne, lui dire, mais finalement, d'après toi, pourquoi est-ce que tu portes un masque? Où en est ta confiance dans ton système immunitaire? Sans aucune violence. Et en faisant ça, je pense qu'on peut aider les personnes à se sortir elles-mêmes de leur propre sidération parce qu'on ne les sortira pas de l'extérieur. La clé de la prison s'ouvre de l'intérieur et c'est ce que je voudrais proposer pour cette semaine. Merci. Chloé, honneur aux filles. Chloé, donne-nous du baume au cœur pour les 7 prochains jours. Alors, ce que je veux, merci Emma. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu dis, Jean-Jacques. Moi, chaque fois que je vois des personnes qui ont un masque, les commerçants, essentiellement, parce que chez nous, plus personne ne porte de masque, plus ou moins, à part les commerçants, je leur dis, mais pourquoi vous avez ce masque? Vous arrivez à respirer avec? Et puis après, il y a un débat qui s'enclenche, une discussion. Et puis à la fin, ils me disent, ouais, vous avez raison, en fait, ça sert à rien, mais on est obligé parce que sinon, on ferme boutique. Donc moi, je vais continuer à parler aux personnes que je rencontre et à leur poser la question des masques. Mais il y a d'autres choses qui vont se passer là cette semaine. Au moment où l'émission a lieu, on a un pique-nique avec toutes des personnes qui nous ont contactés pour construire une sorte de ZAD, une sorte de zone en autonomie en Suisse ou en France ou ailleurs. Donc, on va élaborer des projets là-dessus. Ensuite, vendredi, il y a le procès en appel de Stan Maillot à Poitiers, auquel j'invite tout le monde à participer à 9h pour soutenir donc, ce lanceur d'alerte qui a dénoncé la pédocriminalité de réseaux et d'État et qui est en prison à Poitiers depuis maintenant le 4 décembre. Et puis, le lendemain, c'est mon anniversaire. Et puis dimanche, on a un atelier constituant à Aix-en-Provence dans lequel j'anime le jeu de la monnaie. Donc, ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Et puis, la semaine prochaine, je dis au revoir à mes élèves, je dis au revoir à mes collègues, aux personnes qui sont responsables de maths, parce que je suis coprésidente du groupe de maths, je le rappelle. Donc, on fait un repas de revoir et je fais encore une dernière commission professionnelle. Voilà, donc ça fait un programme assez chargé et aussi plein de rencontres avec toutes les personnes qui me contactent. Donc, je me réjouis et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Bien. Alors, Salim, toi qui t'es aussi bien énervé toute cette semaine avec toutes tes recherches sur ta chaîne, est-ce que tu as quand même une douceur pour finir cette émission?
En fait, moi, je voulais parler d'un truc qui, pour moi, est la chose la plus importante. Pour revenir d'ailleurs à ce que disait Jean-Jacques concernant la subversion, ça c'est en lien direct avec les travaux de David Schuman, qui était un transfuge du KGB, qui expliquait comment démoraliser une population. Vidéo extrêmement importante à voir sur Internet, qui s'affiche à l'écran. Je vous invite, c'est capital. C'est très simple, ça vient de l'art de la guerre, de Sun Tzu, qui explique tout ça. Comment battre un ennemi sans sortir le sabre de son fourreau. C'est extraordinaire, c'est du génie pur. Parce qu'avant, les guerriers, les généraux des armées des temps d'avant, s'ils pouvaient ne pas tuer, ils le faisaient. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on balance des bombes atomiques à droite à gauche, juste pour terroriser les gens. C'est exactement l'inverse. Avant, on aimait le corps à corps. Vous savez, il y avait une dignité, un honneur du combattant. Maintenant, si on peut tuer avec un drone, c'est mieux. Bref. Donc, ça, je vous invite vraiment à voir cette vidéo pour comprendre la démoralisation. Du coup, qu'est-ce qu'on reçoit souvent comme commentaires? J'imagine que vous les avez lus sous vos vidéos. Oui, mais les gens, ils me dégoûtent, ils sont endormis, c'est des moutons, oh là là, j'en peux plus, mais moi, ils m'énervent, qu'ils crèvent, qu'ils restent dans leur médiocrité, etc. On a vu tout ça. C'est vrai, on ne le voit pas autour de nous, nos familles, nos trucs. Vous leur montrez le soleil et ils vous disent c'est la lune. Bon, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que méfiez-vous de ce que vous voyez, parce que ce n'est pas toujours le monde réel. Je vais vous donner pour un exemple simple, l'Algérie. L'Algérie, 45 millions d'habitants, les jeunes, ils partent à la nage. Okay, ils partent à la nage tellement la situation était catastrophique. Mais catastrophique. Les dépressions, vous savez, la corruption était tellement systémique qu'on s'est dit, ce pays, il ne se relèvera jamais. Il n'y a plus personne pour sauver ce pays, c'est fini. Il n'y a pas d'élite. Les gens bien ont quitté le pays, ils font le bonheur des Canadiens, du Canada, de la France, et des États-Unis, de l'Angleterre, etc. L'Espagne, l'Italie, partout, la Malaisie, tout le monde s'est sauvé. Tous les médecins, il y a 15 000 médecins algériens à la PHM, à l'assistance publique française. Donc, tous les cerveaux se sont sauvés, tout le monde était démoralisé. Du jour au lendemain, il y a 25 millions d'individus qui sortent, qui font changer les choses à une vitesse dingue, qui font sauter un président corrompu, Bouteflika, qui ont des discours politiques d'une finesse. Franchement, moi qui m'a choqué, des gamins de 20 ans qui ont des discours, une intelligence politique phénoménale. C'est-à-dire qu'il se passait des choses dans le peuple qu'on n'a pas été capable de voir. Pourquoi? Parce que d'abord, vous ne fréquentez pas tout le peuple. Hein? Vous allez à la maison, vous allez au boulot, vous rentrez chez vous. Vous ne connaissez pas tout le monde. Vous connaissez 100 personnes, grand maximum, et sur ces 100 personnes, vous en connaissez bien 3 ou 4. Voilà. Donc, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans le peuple. Et je vous le dis, étant donné que l'être humain est fabriqué d'une manière qui, pour moi, l'homme n'est pas un loup pour l'homme, pas du tout, c'est l'inverse. L'homme a une nature bienveillante. Okay? C'est une évidence. C'est sa nature. C'est quand il s'éloigne de cette nature-là qu'il commence à souffrir d'ailleurs. Donc, et ça, je vous le dis, c'est une belle surprise qui va nous arriver. C'est une évidence. Il y a juste à faire notre colibri, notre part de travail. Chacun fait sa part de travail. L'addition de toutes ces petites gouttelettes feront les rivières de demain qui vont étancher la soif de tous et augmenter le savoir de tous, etc. Donc moi, c'est pour ça que je dis pas ça par optimisme béat, stupide, enfantin. Non, c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aujourd'hui en Algérie. D'ailleurs, le Irak, la révolution reprend le 19 juin, le vendredi 19 juin. Ça va être spectaculaire. Voilà, avec attention, des armées qui tuaient, torturaient, massacraient. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait, alors en Occident en général, il n'y a pas toute cette pression phénoménale. Il y a une pression médiatique et pernicieuse de propagande, mais néanmoins, l'espoir est là et méfiez-vous des réveils de dernière minute. Vous voyez, c'est genre comme dans les films. C'est quand on a tout perdu, que tout est perdu, que boum,
ça se réveille. C'est presque hollywoodien, quoi. Oui, effectivement, c'est la nature humaine probablement qui a besoin d'être dans la souffrance pour grandir, puisque tant qu'on a notre confort, nos habitudes, même si ce n'est pas toujours très agréable, comme je dis, ben, le caca, ça tient chaud. Hein. Donc, quand on arrive, comme là, ça a été le cas avec le confinement, où on se dit, bah, je vais perdre mon travail, je vais perdre tout ce que j'ai créé si je suis entrepreneur, je vais peut-être perdre mon emploi si je suis employé. Et là, on arrive vraiment où on n'a plus le choix. Et c'est souvent dans les moments où on n'a plus le choix qu'on avance le plus. Et si l'être humain s'était grandi et s'était développé dans le confort, ça serait, en tout cas, malheureusement, en ce qui concerne mon expérience de vie, je sais que chaque larme a servi à me faire grandir. Et effectivement, j'aimerais, en ce qui me concerne, pour ma part, revenir sur ce que tu disais, Salim, parce que pour moi, c'est capital. C'est-à-dire, quand on dit, effectivement, oui, il y a des moutons, il y en a qui, on voit tout plein de mots hein, sur les réseaux sociaux, moutruche, autruche, enfin bref. Bon. Effectivement, on est plus de 8 milliards. On ne peut pas connaître le monde entier. Et ce qui est fou, c'est qu'à force, je parle aussi en l'occurrence de Facebook, de tous ces réseaux sociaux qui sont des outils super. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on ouvre son mur Facebook, on voit apparaître toute une série de choses qui est spécifique par rapport à notre algorithme. Donc, en fait, à force d'être là-dedans sans se poser la question, on pense que ceci est la réalité. Et ceci est le monde. Mais maintenant, si on devait tous poser les téléphones portables et vivre une semaine sans technologie, aucun réseau social, eh bien, on se rendrait compte que finalement, peut-être c'est complètement différent les informations qu'on capte que ce qu'on voit sur nos écrans. Parce que ce qu'on voit sur nos écrans est fait sur mesure pour nous. Et donc, ça serait aussi intéressant de mettre en lien de cette vidéo certaines publications concernant Cambridge Analytica qui avaient donc du coup aussi fait beaucoup couler d'encre par rapport à leur système de comment on va créer une matrice pour vous et comment on va finalement créer une nouvelle réalité et comment on va se dire bah, finalement les gens sont tous des moutons ou finalement bah, les gens sont tous des révolutionnaires, mais ce qu'on a vu avec aussi en l'occurrence Black Lives Matter, parce qu'on n'en a pas parlé, on ne peut pas tout évoquer, mais comment ça se fait que tout d'un coup on parle que de ça partout et puis qu'on ne parle pas d'autres choses qui sont aussi des scandales, mais qui finalement permettent de nous focaliser sur un point qui décide que le focus est là. Alors voilà, c'est peut-être philosophique ce dont je parle, mais en tout cas, ce sont mes devoirs de toujours me souvenir de ça, parce que ça nécessite une grande discipline d'aller bien finalement. C'est une discipline de tous les jours. Et Tal qui est revenu, puisqu'on a eu un souci technique avec toi, je ne sais pas, tu es parti te balader dans les étoiles. Alors écoute, Tal, on est en train de finir l'émission. J'aimerais que tu nous donnes une note d'espoir pour les 7 jours qui viennent, s'il te plaît, puisque je rappelle qu'on arrive bientôt à 2 heures d'émission. On a un peu exagéré ce soir. Il y a des problèmes techniques, mais c'est bon. Moi, ma vision, elle est simple. Je pense que la seule solution à tous nos problèmes, c'est l'éveil des consciences. Il n'y en a pas d'autre. Tant que les gens restent soumis à la peur et obéir à ce qu'on leur raconte dans les médias, qu'ils ont tous contrôlé pour nous vendre de la peur et des vaccins, etc., nous n'en sortirons pas. Mais la bonne nouvelle, je suis persuadé qu'il y a de plus en plus de gens à chaque minute, à chaque heure, qui s'éveillent à dire « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Est-ce que je vais arrêter d'obéir à des gens qui veulent me vendre des trucs et des machins pour me polluer, ou est-ce que je veux prendre la santé en main? Et c'est ça notre force, c'est que nous sommes des éveilleurs de conscience pour dire aux gens, votre santé dépend de vous, elle ne viendra jamais d'un vaccin ou d'un médicament chimique. Ça, c'est une illusion totale. Votre santé, c'est vous qui devez la construire. Moi, mon slogan depuis plus de 50 ans, c'est de dire, simple, la santé, ça s'apprend. Apprenez à gérer votre santé en vous occupant de vous, physiquement, émotionnellement. Et là, vous allez découvrir que votre santé, c'est vous qui devez la faire. Mais croire, je suis dans la peur, elle va venir un vaccin, c'est devant. Alors, moi, mon message, il est très simple. C'est l'éveil des consciences est la seule solution. Si les gens restent prisonniers de la peur, ah là là, etc., eh ben, ceux qui vont vivre ça, et surtout que le prochain vaccin qu'on vous prévoit, vous savez, le nouveau vaccin qui est déjà prévu, il est d'une toxicité effroyable. Donc, ça va être une hécatombe. Donc, réveillez-vous, je vous en supplie, réveillez-vous, informez-vous,
écoutez des gens et puis regardez les informations. Et là, vous allez voir vous-même que votre santé, c'est vous qui devez la faire. Elle ne va jamais venir de l'extérieur. C'est ça mon message. Il est très simple. Merci Tal. C'est vrai que je précise aussi que nous n'avons finalement aucun bénéfice à ce que vous vous réveillez. Nous sommes bénévoles. Nous passons tous un temps fou à réunir des informations. Et finalement, c'est un acte. C'est vrai, quand je vois ton appel, Tal, aussi, qui vient du plus profond de ton cœur, c'est fou finalement. Je crois que les gens ne sont plus non plus habitués à ce qu'il y ait une vraie volonté de partage pour la dignité humaine et la prospérité humaine. Ça commence par là, la prospérité. Et évidemment, on va en reparler chaque jeudi. Je vous remercie tous, en tout cas, de nous avoir suivis, de continuer à partager cette émission en masse, à la reposter, à liker, à nous envoyer vos questions. C'est votre émission finalement, vous l'avez bien compris. Et j'aimerais finir cette émission, donc la deuxième émission de l'info en question, avec une question que j'aimerais vous poser à vous qui nous regardez. Pensez-vous qu'il est plus facile de manipuler une personne ou de la convaincre qu'elle a été manipulée ?